docteur en psychologie de la petite enfance et professeur externe au département de psychologie de l'UQAM. Et ses travaux portent sur la qualité des contextes éducatifs de la petite enfance, sur les moyens à prendre pour favoriser le développement des enfants en contexte éducatif et sur l'accès aux services de garde des familles démunies. Ses expériences antérieures aussi à titre d'éducatrice, c'est important de le mentionner, elle a été elle-même éducatrice et directrice d'un milieu de garde et enseignante au collégial en technique d'éducation à l'enfance. Donc, elle porte aussi plusieurs chapeaux pour nous parler aujourd'hui, ce qui est super intéressant pour nous. Je sais qu'il y a beaucoup d'éducatrices qui nous écoutent, qui avaient beaucoup de questions aussi dans les derniers panels. Donc, je pense qu'elle sera bien en mesure de répondre à ces questions-là. Et elle a d'ailleurs d'étroites collaborations avec tous les acteurs en petite enfance. Là, elle chapeaute une recherche d'ailleurs actuellement qui est super intéressante avec différents acteurs du milieu. Voilà pour ça. Elle va nous parler des bénéfices, en fait, des services de garde sur le développement des enfants, comme je le disais. Et elle va quand même nous faire une brève mise en contexte historique aussi et savoir pourquoi c'est important d'investir pour les enfants très tôt, puis quelles sont les conditions essentielles pour que les enfants aient des bénéfices des politiques qu'on adopte en enfance au niveau des services éducatifs. Donc, elle va nous amener même des pistes de solutions. Alors, on sera les grandes oreilles ouvertes pour prendre des notes et puis pour faire pression de la meilleure façon possible pour des services de qualité pour nos enfants. Sur ce, je lui laisse la parole. Merci Myriam. Merci à toutes les organisatrices de cette rencontre. Je vais tout de suite partager mon écran parce que j'ai une présentation qui va soutenir mes propos. Donc, je la place en plein écran. Ça ne saurait tarder. Vous la voyez bien? Merci. Alors, d'abord, vous dire en introduction que je suis très heureuse de cette initiative-là. Je trouve ça très intéressant que des jeunes parents se mobilisent ainsi pour trouver des réponses à leurs questions, tenter de régler des problématiques, puis s'engager, s'investir, prendre la suite, en fait, de ce que les grandes femmes qui ont présenté ce matin ont pu ouvrir le chemin avant nous. Donc, on est très privilégiés au Québec d'avoir eu des femmes qui ont lutté pour les droits des femmes, mais aussi pour les droits des services de garde éducatifs à la petite enfance et pour les droits des enfants. Donc, je veux leur rendre hommage ici aujourd'hui avant de commencer. Et dire aussi que je suis contente de passer après elle parce que ça va me permettre, elle et eux, parce que par la suite, Pierre a présenté avec l'autre intervenante dont j'oublie le nom, mais que je connais très bien. Je suis désolée de l'Iris. Et je suis contente parce que ça va me permettre de faire peut-être quelques petites précisions, mais aussi peut-être quelques rectificatifs. Donc, j'amorce tout de suite la présentation. Comme l'a bien introduit Myriam, là, je vais parler rapidement du contexte historique et politique parce que même si tout le monde en a dressé un portrait, l'histoire, ce n'est pas statique, puis l'histoire prête à interprétation. Alors, on peut tout l'utiliser à notre façon pour appuyer nos propos. Donc, c'est ce que je vais faire également. Je vais aussi parler rapidement de pourquoi c'est important d'investir dans la petite enfance. Donc, quels sont les bénéfices que je vais rappeler, qui ont été très bien abordés par mes collègues ce matin. Et je vais surtout me concentrer sur les conditions essentielles pour que ces bénéfices-là soient observés. Et j'aborderai spécifiquement la qualité éducative. J'ai même été rajouter des diapos à l'heure du dîner pour répondre aux questions de ce matin parce que je voyais qu'il y avait un petit glissement là, autour de ce qu'est exactement la qualité. J'aborderai aussi l'universalité et les services de garde publics, la question de l'accessibilité et je ne peux m'empêcher de faire un point sur les enjeux liés à la privatisation du réseau. Et je conclurai avec quelques pistes d'interprétation, aussi quelques recommandations. Donc, première partie, mise en contexte politique. Donc, depuis près de 25 ans, le Québec se distingue. On a mis en place au Québec, et évidemment bien avant ça, là, parce qu'il faut rappeler que les services de garde éducatifs à la petite enfance ne sont pas nés avec la politique familiale il y a 25 ans, mais on part habituellement de ce moment-là pour parler des mesures novatrices qui ont été mises en place en matière de soutien aux familles et d'éducation à la petite enfance. Donc, comme l'ont rappelé certains collègues ce matin, dont Mme Marois, on a mis en place une politique familiale
Et le but de cette politique familiale-là était d'assurer l'équité pour le soutien aux familles par une aide accrue, surtout à celles ayant un faible revenu. Faciliter aussi la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles et favoriser le développement des enfants et l'égalité des chances pour tous. 3 mesures ont été mises en place pour faire suite à cette décision et ont influencé grandement le développement des services de garde éducatifs à la petite enfance, que vous remarquerez que je n'appelle jamais garderie. Ce sont des services de garde éducatifs. Les garderies, c'est un type de service de garde. Donc, la création du réseau des centres de la petite enfance était un des aspects de cette mise en place-là. L'augmentation du nombre de places disponibles en services de garde éducatifs régis et l'introduction de la contribution parentale réduite. Donc, on se rapporte à l'époque où on a implanté des places à 5 $ par jour, ce qui a beaucoup changé au fil des années. Alors, 24 ans plus tard, le Québec offre des services de garde éducatifs régis. Si on regarde comment ça s'est développé au fil des années, en 1997, lorsqu'on a débuté le réseau, on avait déjà 58 284 places. Donc, il existait un réseau avant la création des CPE. Ils ont simplement changé de nom, mais les services de garde sans but lucratif subventionnés, c'est l'ancien nom des CPE. Donc, si vous regardez l'évolution, je suis partie de 2014 et j'ai rajouté ce qui s'est passé depuis 2014 en 2021. Donc, ce qu'on constate, c'est que la proportion des nouvelles places qui ont été créées entre 2014 et 2021 a changé. C'est-à-dire que, en fait, entre 2009 et 2014, il y avait eu beaucoup de places qui avaient été créées dans le réseau à but lucratif, les garderies commerciales dont on parlait tout à l'heure. Et cette proportion-là est passée entre 2014 et 2021 pour les services de garde subventionnés, donc les CPE et les services de garde en garderie subventionnée, de 82 à 77 %. Donc, on a eu une certaine diminution qui se poursuit de la création des places en services de garde subventionnés au Québec. Qu'est-ce qui s'est passé aussi pendant ces 24 dernières années-là? Il y a eu de nombreux changements de partis politiques qui ont mené à beaucoup de projets de loi successifs et à beaucoup de réorganisations importantes du réseau et à une privatisation accrue. Donc, les gouvernements, à l'époque, souhaitaient convaincre la population que les services de garde éducatifs régis coûtaient trop cher aux contribuables québécois. Pierre Fortin a très bien démontré ce matin que ce n'est pas le cas. Donc, on poursuit. Pourtant, c'est possible pour un État d'avoir une vision à long terme et de choisir d'investir dans les familles et leurs enfants, même en période de contraintes budgétaires. Parce que, comme l'a rappelé Mme Marois ce matin, on était en pleine contrainte budgétaire dans les années 90 lorsque le réseau des centres de la petite enfance et la politique familiale ont été mis en place. Pourquoi? C'est parce qu'on sait très bien, et ça a été documenté partout à travers le monde depuis plus de 20 ans, et même 30 ans, et même 40 ans, que l'investissement en petite enfance génère des bénéfices tant à court terme, en préservant la participation active des parents sur le marché du travail et en contribuant à des économies régionales, mais aussi à long terme, en préparant le citoyen de demain et en augmentant ses chances de réussite éducative et socio-professionnelle. Alors, pourquoi investir en petite enfance? Parce que l'éducation à la petite enfance est associée à des bénéfices à de très nombreux niveaux. Donc, ce matin, on en a parlé, mais je le rappelle rapidement. On sait que la pauvreté, le niveau de pauvreté des femmes et l'accroissement de la présence des femmes sur le marché du travail sont directement reliés à la création de places en CPE dans les dernières années. Donc, ici, vous avez des chiffres entre 1996 et 2006 pour la diminution du taux de pauvreté, surtout pour les femmes monoparentales, ce qui a contribué aussi à la diminution du taux de pauvreté des enfants, qui, je vous le rappelle, lorsque les enfants sont moins pauvres et reçoivent plus de soutien, sont associés à une réussite éducative accrue.
Ça contribue. Dans la même période, autour de 97 et 2008, on a eu une augmentation importante aussi des mères d'enfants de 3 à 5 ans sur le marché du travail, donc spécifiquement le groupe d'âge des jeunes parents. Et on sait, comme le dit Pierre ce matin, et en citant Fortin, Godbout et Saint-Cerny, que ce programme-là est rentable pour le Québec, c'est-à-dire qu'on fait des bénéfices avec ce programme-là. Les services de garde éducatifs à la petite enfance sont aussi associés à une promotion du développement des enfants et à une réduction des inégalités sociales. Donc, de très nombreuses études l'ont cité et l'ont affirmé, et Pierre en a rajouté d'autres tantôt. Les enfants qui fréquentent des services de garde éducatifs ont habituellement un niveau de développement et une réussite sociale accrue un peu plus tard dans leur vie. Et il y a des effets plus marqués pour les enfants qui proviennent de milieux défavorisés ou de milieux marginalisés, si vous voulez le dire d'une façon plus critique. Même les lauréats de prix Nobel en économie, comme James Heckman, le soulignent depuis très longtemps. Toutefois, si on veut parvenir à ces effets-là, si on veut pouvoir observer ces effets-là, tant sur le développement cognitif, affectif, physique, moteur, intellectuel, langagier chez les enfants, il y a certaines conditions qui doivent être essentielles, qui doivent être en place. Et c'est ça que je vais aborder plus longuement maintenant. Donc, ces 3 conditions-là sont d'abord la présence de la qualité éducative, sur laquelle je vais revenir plus longuement. Donc, la recherche indique très clairement que plus le niveau de qualité éducative est élevé dans les services fréquentés par les enfants, plus le développement des enfants sur beaucoup de composantes de leur développement et le bien-être des familles également et le bien-être des travailleuses est aussi favorisé. Donc, la qualité éducative contribue à beaucoup d'aspects de la qualité de vie et du développement des familles, des enfants et du réseau. L'autre condition essentielle, c'est ce qu'on appelle l'accessibilité. Donc, pour que la qualité soit effective, en particulier pour les enfants de milieux défavorisés ou marginalisés, l'accessibilité doit être accrue. Donc, on doit développer des passerelles, des pratiques pour s'assurer que les enfants qui en ont le plus besoin accèdent davantage à ces services éducatifs-là. Et finalement, l'autre condition essentielle, c'est ce qu'on appelle l'universalité. Donc, c'est par l'universalité, la gratuité que l'accessibilité est possible. Alors, je reviens sur chacune de ces dimensions de manière encore plus approfondie pour que vous sachiez bien de quoi il s'agit. Alors, quand on aborde la qualité éducative, qu'est-ce que c'est la qualité éducative? Beaucoup se sont posé la question ce matin. Evelyne a tenté quelques réponses. Alors, j'en parle de manière vraiment structurée parce que ça fait 20 ans que je travaille sur la qualité éducative. C'est mon équipe de recherche qui a contribué à développer des outils d'observation de la qualité éducative et qui a contribué au projet pilote pour le soutien et l'amélioration continue de la qualité dans les services de garde régie qui est en place depuis 2019 au Québec. Donc, d'abord, la qualité, ça se décline en termes de processus. Donc, les processus, ça comprend toutes les interactions qui touchent directement l'enfant en fonction de 3 grandes dimensions dans ces processus-là. L'organisation de l'espace, donc comment on aménage l'espace et les ressources, le matériel, l'organisation physique pour répondre aux besoins des enfants. La deuxième composante, c'est le contenu et la nature de la programmation qui est adaptée au développement de l'enfant. Donc, quel type de programme on met en place, comment on met le programme en place, quelle est l'organisation de l'horaire de ce programme-là. Tout ça fait partie des processus au niveau de la nature des programmations. Et finalement, le troisième élément qui est le plus important et qui a été documenté comme étant celui qui contribue le plus au développement de l'enfant, c'est ce qu'on appelle la nature des interactions et je vais y revenir de manière plus approfondie dans la prochaine diapo. D'ici là, je continue avec les autres composantes de la qualité éducative. Donc, on a abordé les processus, donc ce qui touche davantage l'enfant. Mais on a ce qu'on appelle aussi les structures ou dans notre jargon, en petite enfance, on va parler de la qualité structurelle. Donc, ça comprend toutes les conditions qui sont mises en place pour soutenir les adultes et tout le personnel éducatif qui accueille les jeunes enfants. Donc, dans la recherche, les 3 variables structurelles qui reviennent le plus souvent comme les plus importantes pour soutenir la qualité des processus et la qualité des interactions,
c'est ce qu'on appelle le ratio adulte-enfant, c'est-à-dire le nombre d'enfants sous la responsabilité d'un même adulte. On s'attend à ce qu'il y ait le moins d'enfants possible pour que l'adulte puisse donner le plus d'attention possible aux enfants. Donc, quand ils sont moins nombreux, c'est préférable. La formation initiale, donc c'est-à-dire la formation spécialisée en éducation à la petite enfance, et on relève dans la documentation, dans la littérature, au Québec particulièrement, c'est que ce n'est pas nécessaire que ce soit une formation qui soit extrêmement élevée de niveau du bac, mais ce qui est important, c'est que cette formation-là, elle doit être spécialisée en petite enfance. Donc, au Québec, il y a 19 formations qui sont reconnues pour travailler avec les enfants dans un service de garde-régie, mais celle qui est la plus possédée par les éducatrices à l'enfance, c'est ce qu'on appelle le DEC de 3 ans en éducation à l'enfance. Il y en a d'autres aussi qui sont importantes et qui comptent, donc les attestations d'études collégiales qui accompagnent 3 ans d'expérience et le certificat en éducation à la petite enfance qui est offert à l'UQAM, pour lequel j'ai pris la relève de Micheline Lalonde-Gratton quand j'ai été engagée à l'UQAM il y a une vingtaine d'années. Donc, la formation initiale, ce qui est offert comme au niveau de base aux éducatrices, avant qu'elles entrent dans le domaine, avant qu'elles commencent à travailler avec les enfants, c'est extrêmement important et c'est corrélé, associé à répétition dans de nombreuses études à une qualité des interactions plus élevée. Et finalement, la troisième variable qui revient beaucoup dans la littérature, c'est ce qu'on appelle la formation continue. Donc, la formation continue, c'est toute formation complémentaire, hein, des activités de formation, de perfectionnement qui sont suivies par les éducatrices et le personnel éducateur pour maintenir leurs connaissances à jour parce que les connaissances en petite enfance évoluent beaucoup. Depuis 20 ans, on a relevé une augmentation incommensurable de recherche qui porte sur les services de garde, sur les enfants, sur le développement de l'enfant et sur différentes composantes du développement de l'enfant. Donc, c'est très important de se mettre à jour, de se maintenir à jour. Donc, c'est la troisième variable la plus importante dans les structures, dans la qualité structurelle. Donc, vous voyez, c'est complexe, la qualité, ce n'est pas une affaire, c'est beaucoup de choses. Et finalement, dans les recherches récentes, on ajoute ce qu'on appelle la qualité des orientations pédagogiques, c'est-à-dire les croyances des éducatrices ou leur représentation face aux besoins des enfants, c'est-à-dire leur vision de ce qu'est un enfant compétent, leur vision de ce qu'est l'éducation. Et ça peut changer beaucoup selon l'école de pensée à laquelle on adhère. Donc, on retrouve aussi à l'intérieur des orientations pédagogiques les valeurs sur l'éducation, sur les approches éducatives qui soutiennent le développement de l'enfant et l'apprentissage du jeune enfant. Donc, par exemple, dans le programme éducatif Accueillir la petite enfance qui est promulgué au Québec et qui est enseigné en formation initiale et continue partout dans les institutions, c'est le programme Accueillir la petite enfance. On valorise l'apprentissage actif, donc une façon de développer ses connaissances en étant actif dans son environnement. Mais ça, c'est différent de valoriser ce qu'on appelle l'instruction directe ou la scolarisation précoce, qu'on risque plus de retrouver dans certains milieux comme les maternelles. J'ai fait des études à ce sujet-là dans les maternelles en France et on retrouvait beaucoup de scolarisation précoce, ce qui, selon certains auteurs et les auteurs auxquels on adhère dans mon équipe, n'est pas favorable au développement du jeune enfant parce que c'est moins centré sur ses besoins et j'arrive à ces besoins-là dans la prochaine diapo. Donc, si on veut bien comprendre ce qu'est la qualité des interactions, on doit s'intéresser à 3 grandes composantes. Ce qui fait, dans le fond, que les enfants se sentent bien, se développent bien dans leur service de garde éducatif, c'est la présence de soins attentifs et sensibles à leurs besoins émotionnels, d'abord, une présence de prévisibilité dans un environnement rassurant et stimulant, et une offre de soutien à l'apprentissage. Alors, comment ça se décline chacune de ces composantes-là? J'y viens tout de suite. Donc, si on parle de soins attentifs et de réponse aux besoins émotionnels des enfants, on va retrouver des adultes dans les milieux de garde qui vont être sensibles et réceptifs à l'égard des besoins des enfants. On va retrouver dans ces milieux-là des affects positifs, hein, des sourires, des rires, de l'attention positive envers les enfants et la valorisation aussi de l'autonomie des enfants en respectant leurs capacités développementales, évidemment. Dans ces milieux-là, on va retrouver aussi des lieux où il n'y a pas
de sentiments négatifs comme la colère, l'agressivité ou l'hostilité de l'adulte envers l'enfant. Et ça, c'est très important parce que c'est quelque chose qui fait une différence entre un milieu de mauvaise qualité et un milieu de bonne qualité. Et malheureusement, on retrouve parfois ça. Et on va retrouver aussi un climat positif qui va permettre des relations harmonieuses entre les enfants et on va pouvoir l'observer par des indicateurs très précis comme la présence de sourire, de plaisir dans le groupe, d'affect positif entre les enfants. Donc, tout ça va nous permettre de dire qu'on a des soins attentifs et sensibles aux besoins émotionnels des enfants. Dans la deuxième composante, qu'on appelle aussi sur la mesure qui est utilisée pour évaluer la qualité des interactions, on appelle ça l'organisation du groupe. On parle de l'importance de la prévisibilité pour les enfants, mais aussi d'un environnement rassurant et stimulant. Alors, qu'est-ce que c'est la prévisibilité? Comment on le mesure? Comment on l'évalue? On peut voir d'abord qu'il y a un horaire et des espaces qui sont prévisibles pour les enfants. Donc, les enfants savent ce qui les attend, tant dans l'environnement physique que dans l'environnement au niveau du temps. Et ça, c'est rassurant parce que dans ces environnements-là, on accorde aussi de l'importance aux intérêts des enfants, à leur motivation, à leur point de vue pour leur proposer des activités, des actions, des jeux éducatifs qui répondent à leurs besoins. On retrouve aussi dans ces milieux-là des stratégies positives pour permettre aux enfants de comprendre les attentes de comportement à leur égard. Donc, on fait plutôt de la prévention que de l'intervention puis de la correction de comportement. On s'assure que l'atmosphère est positive, donc les enfants vont moins avoir tendance à se désorganiser et ça aide aussi les enfants à s'autoréguler. Et on retrouve dans un environnement prévisible un soutien aussi à l'engagement des enfants dans leur jeu. Donc, on les accompagne pour qu'ils se concentrent dans leur jeu, qu'ils s'engagent dans leur jeu et ce qu'on leur offre va répondre mieux à leurs besoins à ce moment-là. Au niveau de la troisième composante de la qualité des interactions, on retrouve le soutien à l'apprentissage. Donc, dans le soutien à l'apprentissage, on retrouve des adultes qui accompagnent le développement de concepts adaptés aux capacités des enfants, évidemment. On retrouve aussi des adultes qui mettent en place des stratégies pour aider les enfants à penser, à réfléchir par eux-mêmes. On retrouve aussi des adultes qui offrent des rétroactions pour amener les enfants à mieux comprendre, à approfondir davantage les concepts avec lesquels on interagit avec eux. Et on retrouve des stratégies qui permettent aussi aux enfants d'être exposés à des formes et des usages très variés du langage. Donc, un langage qui va être riche et qui va leur permettre de développer leur capacité de compréhension, mais aussi leur capacité d'expression langagière. Éléments qui sont très, 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 très corrélés et prédicteur de la réussite éducative et scolaire ultérieure. Dans la qualité, on retrouve aussi des éléments clés au niveau de la main-d'œuvre de l'éducation à la petite enfance. Et ça, je l'ai ajouté récemment parce qu'on est vraiment préoccupé actuellement par le taux de roulement et même la pénurie de main-d'œuvre. Et ça a un effet direct sur l'offre de place pour lesquelles vous militez actuellement. Donc, dans ce modèle-là, qui vient tout juste d'être publié, on voit que les éléments clés pour une main-d'œuvre en éducation à la petite enfance au centre concernent, on doit retrouver des éducatrices hautement qualifiées, on en a parlé tantôt dans la qualité structurelle, on doit retrouver des services de haute qualité, mais on doit aussi retrouver une stabilité, c'est-à-dire que le personnel reste là, ne s'en va pas et qu'il est stable à long terme pour les enfants. Et on doit retrouver aussi un niveau de bien-être suffisant des éducatrices. Et ça influence, comme vous le voyez dans les résultats à droite de la diapo ici, ça influence beaucoup de choses. Ça influence les enfants, leur sécurité affective, ça influence les familles, leur niveau de confiance. Ça fait qu'il y a moins de transitions difficiles, moins de stress au travail s'il y a une stabilité et si le service de garde est de qualité. Mais ça a une influence aussi sur le personnel lui-même. Si le bien-être est là, si la stabilité est là, il va y avoir moins d'épuisement professionnel, un climat de travail plus positif et la charge financière va être supérieure, c'est-à-dire que les gens vont être capables de travailler et de répondre à leurs besoins de base. Ce qui n'est pas toujours le cas actuellement avec les niveaux de salaire qu'on connaît dans le réseau des services de garde éducatifs de la petite enfance, surtout chez les éducatrices.
et les responsables de services de garde en milieu familiaux, évidemment, dont on a parlé ce matin. Donc, les résultats de ces éléments-là, qui sont tous des éléments de composants de la qualité, doivent s'ajouter si on veut avoir un réseau qui produit des résultats dont on parlait tout à l'heure, un réseau qui permet aux enfants et aux familles de bien se développer et même au personnel éducatif de se sentir bien et d'être capable d'exercer son travail en pleine connaissance de cause parce qu'ils sont dans un niveau de bien-être suffisant. Alors, j'ai fait le tour au niveau de la qualité et on pourra y revenir tantôt, évidemment. La deuxième condition très importante pour observer des effets, c'est ce qu'on appelle l'accessibilité. Donc, il faut que les enfants aient accès à des places. Donc, malheureusement, actuellement, l'accès à des places de qualité en CPE est moins universel dans le réseau québécois qu'elle l'a été avant. De toute façon, elle n'a jamais été universelle parce que l'universalité, ça voudrait dire que tout le monde a une place, quel que soit l'endroit où il vit, son milieu socio-économique, sa géographie, etc., etc. Donc, actuellement, il y a une inégalité d'accès, mais on pense que ça doit être envisagé d'un point de vue systémique parce que, pour l'instant, la demande supplante l'offre, en particulier dans certains quartiers et dans certaines régions. On le voit de plus en plus. Et la réglementation décourage l'offre de places à temps partiel ou de places flexibles dont on a parlé ce matin. Et le coût est trop élevé pour les familles pauvres. Même si on a des coûts assez faibles, c'est quand même très élevé pour des gens qui gagnent très peu par semaine ou par mois. Et en plus, d'un point de vue systémique, on remarque actuellement depuis plusieurs années, et ça a été accentué par la pandémie, que le réseau n'arrive plus à attirer et à retenir assez de personnel formé pour répondre à la demande. Donc, c'est un autre problème. Alors, la solution que nous, on voit, puis ce n'est pas une solution nouvelle, on en parle depuis longtemps, les écrits à ce sujet-là sont assez clairs au niveau international. Reprendre le développement de places en CPE et aller vers une offre universelle de places gratuites pour tous les enfants du Québec, tout en améliorant les conditions de travail du personnel. Donc, si on n'a pas ces deux aspects-là, on ne pourra pas répondre à la demande, puis des places qui ne seront pas comblées parce qu'il n'y aura pas de personnel pour y travailler. La troisième condition pour que les services de garde, que les bénéfices soient observés dans les services de garde éducatifs à la petite enfance, c'est l'universalité. Donc, les plus hauts niveaux de qualité favorables au développement de l'enfant se retrouvent dans les services de garde éducatifs régis sans but lucratif. Et ça, c'est la vocation des CPE. Madame Marois en a parlé tout à l'heure, ce matin. Les CPE, au départ, le projet d'origine, c'était que ça devienne des CPE partout au Québec et que ça soit universel. On ne s'est pas rendu là pour différentes raisons dont j'ai parlé au début, dont le fait qu'on a changé de gouvernement souvent, qu'il n'y avait pas nécessairement les mêmes visées et visions et compréhensions de ce réseau-là. Mais au Québec, actuellement, ce sont vraiment les CPE qui ont cette vocation-là. Et ce sont les CPE, comme le présentait Pierre ce matin, qui présentent un niveau de qualité plus élevé dans toutes les enquêtes qui ont été faites jusqu'à maintenant. C'est ce qu'on retrouve. Le niveau de qualité est plus élevé dans l'enquête Grandir en qualité menée en 2003 par l'Institut de la statistique du Québec. La nouvelle enquête menée par aussi l'Institut de la statistique en 2015 répète la même chose. Il y a une plus grande proportion d'enfants qui se retrouvent dans des services de garde de qualité en CPE comparativement aux autres modes de garde. Évidemment, dans les services de garde régis, parce que dans ces enquêtes-là, on ne s'intéresse pas aux non-régis. Les CPE sont aussi de qualité plus élevée parce qu'on y retrouve des gens qui font de la formation continue de manière plus régulière. C'est très valorisé, c'est très encouragé. Il y a une culture de qualité. Les CPE sont de qualité plus élevée parce que la réglementation le favorise et qu'il y a un financement public. Et la gestion des services de garde sans but lucratif. Sans but lucratif implique la participation des parents et ça aussi, c'est associé à un niveau de qualité plus élevé. Donc, laissez-moi quand même aborder rapidement quelques enjeux liés à la privatisation qui ont un impact sur l'accessibilité, mais aussi sur l'équité et la qualité. Donc, Evelyne Couturier en a parlé ce matin, mais moi, je vais en parler d'un point de vue moins économique, mais plus d'un point de vue éducatif et développemental. Donc,
Les gouvernements successifs ont développé et valorisé les garderies commerciales. C'est un état de fait. On l'a tous vu. Il y a 40 000 places qui ont été créées en 2009 et 2014, qui correspondaient à 71 % de toutes les places créées dans le réseau qui étaient des services de garde à vocation commerciale. Et il y en a 23 442 qui ont été créés en 2014 et 2021, qui correspond à 60 % de toutes les places créées. Donc, on maintient la création d'un réseau de services de garde où on valorise les garderies commerciales. Pourtant, c'est connu, c'est documenté à répétition, les garderies commerciales sont associées à une qualité plus faible et ça ne change pas avec le temps. Donc, il y a une réflexion à y avoir au sujet de la commercialisation des services de garde. Evelyne l'a abordé un petit peu ce matin et Pierre aussi sous différents aspects. Mais ce qu'on s'est demandé dans plusieurs écrits, c'est d'abord, est-ce que c'est éthique de réaliser des profits avec l'éducation à la petite enfance? Donc ça, c'est une première question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est ce qu'on veut retrouver dans notre société? Ensuite, est-ce que les parents sont capables de faire des choix libres et éclairés pour la garde de leurs enfants dans un libre marché de services de garde éducatifs? La réponse est souvent non, parce que les parents n'ont pas suffisamment d'informations sur ce qui se passe au quotidien et ne voient pas non plus ce qui se passe dans leur milieu. Donc, les gens qui sont pro-commercialisation vont dire mais non, mais le libre marché va jouer, puis plus il y a un libre marché, plus la qualité va être élevée parce que les gens vont rechercher la qualité, mais ça ne fonctionne pas, cette règle de libre marché-là, avec les services de garde éducatifs à la petite enfance. Gordon Cleveland, qui est un de mes collègues, qui est aussi un économiste spécialisé en petite enfance, qui a fait toute sa carrière dans le domaine, qui est basé à Toronto, le dit à de nombreuses reprises, la loi du marché, ça ne fonctionne pas dans les services de garde éducatifs à la petite enfance. Ensuite, on peut se demander si l'accessibilité est accrue dans un réseau commercial. Donc, ce qu'on voit à travers le monde, quand il y a des réseaux commerciaux de services de garde, puis il y a des pays qui ont vraiment donné là-dedans, avec des chaînes de garderies très, très, très développées, ce qu'on voit, c'est que la commercialisation ne mène pas à un accès équitable à des services de garde éducatifs de qualité, surtout pour les familles les plus vulnérables, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y a des coûts associés à la commercialisation. Les coûts d'accès aux services de garde en garderie sont beaucoup plus élevés. Donc, ce n'est pas équitable et les familles vulnérables, souvent, se trouvent défavorisées dans ce contexte-là. Et finalement, on peut se demander, est-ce que les services de garde éducatifs sont considérés comme un luxe? Parce que si on ne prône pas le fait que, en fait, il y a de nombreux organismes internationaux qui prônent plutôt que l'éducation à la petite enfance devrait être un service essentiel et que dès la naissance, tant l'OCDE, l'UNESCO, l'UNICEF le disent, dès la naissance, on devra offrir des services de garde éducatifs universels aux enfants pour répondre à leurs besoins et considérer finalement ce réseau-là comme faisant partie intégrante du système de l'éducation, sans pour autant le transformer en maternelle dès l'âge d'1 an. Alors là, c'est la petite nuance que je ferais sur ce que Pierre a dit ce matin. Les services de garde éducatifs n'ont pas besoin d'être des maternelles pour être efficaces. S'ils sont de qualité, ils n'ont pas besoin d'être des maternelles. Et au contraire, dans certains milieux et dans certains pays, la maternelle, ce n'est vraiment pas le lieu où on trouve la plus grande qualité. Donc là-dessus, je vous inviterai à consulter mes travaux comparatifs à ce sujet-là. Peut-être l'idée du droit aussi à une place en garderie comme on a le droit à l'école ou toute la question idéologique derrière justement Absolument. le droit d'avoir une place. Là. Je pense que ça va être dans les questions. Quand on parle de est-ce que c'est un luxe? Bien non, au contraire, c'est un droit. Donc, ça devrait être un droit. Mais présentement, ce n'est pas nécessairement clairement dans la loi actuelle. Ce n'est pas du tout. Ça n'est pas du tout, c'est ça. Non. C'est s'il y a des places. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il y a 90 000 enfants qui n'ont pas de place, là, on s'entend, mais il y a quand même beaucoup de familles qui n'ont pas de place et beaucoup d'enfants qui n'ont pas de place. Ouais. Alors, je vais juste vous faire écouter comment se terminait une conférence que j'ai prononcée en mars 2015, juste pour que vous voyez à quel point ce que j'avais prédit est en train de se passer. Donc, je vais juste m'assurer. Malheureusement, je vais être obligée de faire une petite manipulation rapide. Je m'excuse, j'ai oublié de le faire en partageant l'écran. Pas de problème, ça met du suspense.
Là, je ne vois plus le partage d'écran. On vous voit. Il est là. Arrêtez de voit. partager. Okay. Et là, il faut que je retourne dans mon partage d'écran. J'ai oublié de choisir le son. Donc, je recommence. Bon, les données que nous, on a recensées en réalisant notre mémoire et nos 2 mémoires, en fait, pour les commissions parlementaires, nous ont permis de démontrer que les mesures les plus efficaces pour garantir l'accès à des services de garde de qualité, c'est le financement public d'un réseau universel de services de garde de qualité. Lorsqu'on n'a pas ça dans les différents pays à travers le monde, ce qu'on observe, c'est 2 conséquences principales. Un repli des femmes sur le marché du travail. Donc, les femmes retournent à la maison ou restent à la maison, ne vont pas travailler. Et une confiance accrue dans l'industrie commerciale des services de garde qui est dépendante du pouvoir d'achat des parents, donc qui est encore plus inéquitable en fonction des revenus des familles. Heureusement, nous, au Québec, on a un autre choix. On a les CPE qui existent déjà depuis 18 ans. Puis, si on regarde l'esprit des CPE, bien, j'aimerais rappeler que les CPE et les services de garde sans but lucratif subventionnés existent depuis au moins 40 ans. Donc, ces services-là sont de qualité et ont une vocation non commerciale et sont associés à plusieurs progrès sociaux et économiques qui ont été observés dans la société québécoise depuis les 18 dernières années. Donc, le débat actuel autour évidemment, des projets de loi qui sont présentés masque les enjeux véritables qui ont motivé la création du réseau des CPE. Et selon nous, c'est encore justifié d'investir massivement et en priorité dans ce réseau-là pour, évidemment, garantir l'égalité des chances pour tous, la réussite scolaire et la réduction des inégalités sociales. Merci. Bon, les données que nous, on a recensées, je suis désolée, ça fait une petite répétition. Alors, je poursuis avec la prochaine. Est-ce que vous voyez encore mon partage d'écran? Parce que là, moi, je ne vous vois plus. Non, on ne voit plus l'écran. OK, je recommence. Il nous reste 1 ou 2 minutes, je pense. Oui, j'arrive à la conclusion. Mais c'est assez frappant. Donc, pour conclure, vous allez voir que la conclusion n'est pas très différente parce que malheureusement, 6 ans plus tard, on a perdu des acquis et on en a moins développé, il me semble. Alors, les mesures les plus efficaces pour garantir l'accès à la qualité sont encore le financement public d'un réseau universel de services de garde où on retrouve des services de haute qualité, du personnel hautement qualifié, stable et dont le niveau de bien-être est élevé. Ça, je l'ai ajouté depuis parce qu'il y a des études de plus en plus qui nous démontrent que l'importance du bien-être du personnel éducatif doit être là si on veut que ça se produise et si on veut que ce personnel-là reste. Mais malheureusement, actuellement, qu'est-ce qu'on observe? C'est les conséquences suivantes. Un repli des femmes sur le marché du travail à cause de la pénurie de places et une industrie commerciale qui s'est accrue et qui a augmenté les inégalités entre les familles ainsi que pour les travailleuses, particulièrement depuis la pandémie. Donc, on voit dans des études que je mène actuellement que le niveau de bien-être est faible, que le niveau de stress est élevé chez les éducatrices à la petite enfance et ça influence leur présence, mais aussi leur départ de la carrière et du travail. Alors, il ne faut pas oublier, la pénurie de place, ça ne doit pas nous faire oublier les enjeux qui ont motivé la création des CPE et qui en justifient encore aujourd'hui l'investissement. Ce qu'on avait en tête, c'est une égalité des chances pour tous, une réussite éducative pour tous et une réduction des inégalités sociales. Donc oui, la pénurie est là, mais il ne faudrait pas s'enligner à combler cette pénurie-là en dévalorisant encore plus les familles marginalisées pour répondre uniquement aux besoins de certaines familles. Parce qu'il ne faut pas oublier que les enfants qui ont le plus besoin de fréquenter les services de garde éducatifs de qualité, ce sont les enfants qui viennent de milieux marginalisés ou qui rencontrent des difficultés.
Alors, je remercie les membres de mon équipe. Donc, juste un petit mot sur l'équipe de recherche qualité des contextes éducatifs de la petite enfance. C'est une équipe qui est composée de 14 co-chercheuses et 2 collaborateurs. Et nous existons depuis 12 ans. Nous venons d'être renouvelés au FQRSC pour les 4 prochaines années. Et je remercie aussi les 2 étudiantes graduées qui nous soutiennent, Alexandra Paquette et Nancy. Évidemment, le Fonds de recherche Société Culture qui nous finance depuis déjà 12 ans et qui nous aide à produire tout ce qu'on réussit à produire au niveau des études sur la qualité. Merci. Wow! Quelle présentation! Ça pose plein de questionnements, ça amène à plein de réflexions. Moi-même, j'ai une liste de questions sur ma feuille, autant par rapport justement aux questions éthiques du marché que par rapport au bien-être des éducatrices dont on parle peu. On parle beaucoup de salaire, mais on parle peu du bien-être, du lien d'attachement aussi, du lien de collaboration entre le parent et l'éducateur, l'éducatrice. Donc, il y a vraiment plein de choses là, au niveau des impacts sur les familles, mais sur les éducatrices, au niveau de la fatigue, la détresse, etc., qu'on parle peu. Donc, moi, je trouve que ça nous amène vraiment un éclairage complémentaire. Puis oui, on ne dit pas assez là, souvent que ce sont présentement là, des enfants en milieu défavorisé qui bénéficient le moins de l'accès à un CPE présentement. Donc, j'ai hâte qu'on y revienne, mais on va devoir le faire à la toute fin du panel. Donc, gardez vos questions, écrivez-les aussi dans le chat, questions-réponses. Puis, sans plus tarder, on va vraiment aller regarder du côté des parents ce qui se passe. Donc, on a lancé un sondage. Je tiens à dire que le sondage, c'était l'idée d'une maman, mais l'idée d'une maman qui est devenue RSG, qui est devenue responsable en service de garde dans un milieu familial parce qu'elle ne trouvait pas de place pour ses 2 filles. Donc, c'est Diane, je la salue. Elle a eu l'idée de créer un sondage pour avoir une meilleure idée de ce que vivaient les parents dans le mouvement. Et actuellement, on a même créé une deuxième version du sondage pour les éducatrices. Là. Ils sont rendus à plus de 4000 répondantes, les éducatrices, pour le sondage auquel on a collaboré. Mais aujourd'hui, on vous présente les résultats du sondage du groupe Ma place au travail qui a circulé que sur notre groupe. Je ne vais pas en dire plus parce que les filles vont toutes vous raconter ça. Mais bref, je voulais saluer Diane qui a pris cette idée-là, nous l'a lancée et qui, grâce à elle, et aujourd'hui, on vous présente les résultats de ce sondage-là. Puis, je tiens à dire que Diane, c'est une maman qui a travaillé 14 ans dans un OBNL. Elle était là à la création de l'OBNL et elle a perdu son emploi récemment parce qu'elle était à la fin de son congé sans solde et elle n'avait toujours pas trouvé de place pour ses filles. Donc, c'est retour à la case départ pour Diane, qui est devenue RSG, en fait, pour survivre, pour pouvoir avoir ses filles à la maison, mais avoir un revenu d'appoint. Donc, je la salue aujourd'hui, puis j'aimerais qu'on pense à Diane là, dans notre présentation d'aujourd'hui parce qu'elle nous a permis de vraiment faire la lumière sur ce qui se passe là, au niveau, dans la tête et dans l'esprit et dans le cœur des familles québécoises là, qui sont touchées directement par la pénurie de place en services éducatifs à l'enfance. Je ne dirai plus garderie. Donc, je vous présente les 2 personnes, les 2 femmes qui vont vous parler aujourd'hui des résultats du sondage. Dans le fond, on va faire le portrait du mouvement Ma place au travail en vous présentant les résultats donc, du sondage avec Ariane L. Beaulieu, qui a un CV, ma foi, impressionnant. Ariane Beaulieu est analyste senior de la plus grande firme de sondage de recherche et de stratégie marketing à propriété canadienne. Depuis 2014, elle a eu l'occasion de travailler pour une grande variété de mandataires tels que divers ministères du gouvernement fédéral, des ordres professionnels, des syndicats et des lobbies, des firmes de relations publiques, des fondations, des entreprises parapubliques, des fonds d'investissement, des firmes de télécommunications et diverses entreprises de services et de consommation. Donc, elle a vraiment une tête pour avoir fait ce travail-là avec nous. Un travail colossal, je le souligne. Ensuite, il y a Myriam Lavoie-Moore qui est derrière la journée de recherche que vous connaissez maintenant. Elle est chercheuse de post-doctorat à l'Université nationale d'Australie et elle est chercheuse à l'Institut de recherche d'information socio-économique, mieux connu sous le nom de l'IRIS. Elle s'intéresse aux politiques économiques liées à la reproduction de la population et aux technologies de l'information. Sur ce, je les laisse nous présenter. Je dis me parce que j'ai vraiment hâte d'assister à leur présentation et je pense que ça va être très éclairant. Et ça, c'est tout du nouveau. C'est des choses qui ne sont pas connues du grand public, des journalistes, etc. Donc, on vous les présente en primeur aujourd'hui.
avec une magnifique présentation. Merci les filles. Bonjour, je vais commencer par présenter moi le contexte qui nous a amené à faire ce sondage-là et les objectifs qui étaient recherchés. Donc, le contexte général, comme Myriam l'a mentionné plus tôt, c'était le mouvement, la création d'un mouvement de mobilisation en réponse à la pénurie de places en garderie au Québec le 17 mars 2021. Les organisatrices du regroupement de Ma Place au travail, mais aussi des personnes qui étaient impliquées, comme Diane, entre autres, voulaient conduire une étude auprès des membres afin de dresser un portrait de la situation actuelle, mais de vraiment connaître la réalité qui était vécue par les parents qui vivaient ce problème d'accès-là. Donc, les principaux objectifs étaient de mieux connaître qui étaient les membres, quels étaient les problèmes qui étaient vécus liés à ce manque de place et également quelle était l'adhésion aux solutions qui avaient été proposées par Ma Place au travail. Donc, on voulait savoir s'il y avait une certaine forme d'adhésion aux solutions proposées. Donc, les objectifs précis de la recherche étaient de définir un portrait des familles qui étaient mobilisées, d'établir la proportion d'enfants ayant et n'ayant pas de place en service de garde, aussi de comprendre les insatisfactions vécues par les parents qui avaient une place en service de garde, parce que là, on avait dans notre sondage, on laissait l'espace pour les parents qui avaient déjà une place, mais on voulait savoir pourquoi ils se sentaient prêts à se mobiliser dans le mouvement s'ils avaient déjà une place. Donc, on ne restreignait pas le problème à avoir une place ou non, mais on cherchait à comprendre pourquoi les gens étaient à la recherche d'une place. Puis ça pouvait aussi être une autre place. Et on voulait aussi savoir c'était quoi les démarches effectuées afin de trouver une place en milieu de garde. Ça, c'était aussi en réaction à la question de la plateforme La Place 05 qui était à ce moment-là sous la sellette, mais pas autant qu'aujourd'hui, sur la sellette, pardon, mais pas encore autant qu'aujourd'hui. Mais donc, l'outil était assez critiqué. On voulait savoir qu'est-ce qu'il en était au point de vue des parents, si les gens l'utilisaient, s'il y accordait une confiance ou non. Également, au niveau plus qualitatif, on a voulu aussi chercher à savoir quels étaient les impacts de la recherche d'une place en garderie sur la qualité de vie. Donc, au plan de la méthodologie, je passe la parole à Ariane. Est-ce que vous m'entendez? Oui, pas très fort par contre. Oui, mais je parle pas fort parce que mon garçon fait la sieste. Okay. Donc, est-ce que là, vous m'entendez bien? Oui, là, on t'entend bien. OK, super. Donc, je vais me présenter rapidement parce qu'on ne s'est pas vu depuis le début de la journée. Donc, je m'appelle Ariane. J'ai été élevée par une maman monoparentale et féministe et j'ai eu le bonheur de fréquenter des services de garde en milieu familial où j'ai été beaucoup aimée. Donc, c'est pour ça que je me sens tant interpellée par la cause. Je suis aussi nouvellement maman d'un petit garçon de 11 mois qui s'appelle Théodore. Puis je veux remercier rapidement Mme Bigra parce que grâce à elle, je saurai comment évaluer la qualité des services qui seront offerts à mon garçon dès le début du mois de juin parce que je fais partie des chanceuses qui ont trouvé une place. Donc, je commence avec le vif du sujet. Donc, la recherche qui a été élaborée par Diane le sondage a été réalisé en ligne auprès des 5800 membres du groupe Facebook privé
Au moment où le sondage a été lancé, il y avait 5800 membres du groupe. Ça a certainement varié depuis. L'invitation à participer au sondage a été lancée le 22 avril. 2 rappels ont été effectués au cours du week-end avant la fermeture du sondage. Au final, on a réussi à sonder 1865 membres du groupe. Et puis, un pré-test avait été effectué le 21 avril, suite à quoi quelques modifications mineures ont été effectuées dans le design du sondage. Soulignons, là, je pense que c'est important de le souligner, que la collecte de données a été effectuée bien avant les déboires, si on peut dire ainsi, là, des brèches de cybersécurité à la place 05. On suppose que ça aurait certainement influencé les résultats de l'étude, puis peut-être même certaines questions qui auraient pu être ajoutées au sondage. Les chercheurs le savent, il n'est pas possible de calculer une marge d'erreur sur un échantillon tiré d'un groupe Facebook. L'échantillon n'est donc pas aléatoire et n'a pas été pondéré afin d'ajuster le poids des répondants répondantes selon leur âge, leur genre et leur région. C'est donc impossible de généraliser les résultats de ce sondage à l'ensemble des parents d'enfants de 0 à 5 ans du Québec. Les résultats doivent donc être interprétés avec prudence. Par contre, je pense que c'est super intéressant de souligner un très fort taux de participation au sondage. 32% des abonnés du groupe Facebook de Ma Place au Travail ont répondu au sondage. Je vais présenter rapidement les faits saillants. Merci Maude, merci Myriam de tourner mes pages. Donc, tout d'abord, j'imagine que je ne vous surprends pas en vous disant que les principales personnes qui sont mobilisées dans le cadre... Oh zut! Je viens d'entendre Théodore. Qui sont mobilisées dans le mouvement Ma Place au Travail sont principalement des femmes. 95% de l'échantillon est des femmes. Les 3/4 des membres du groupe sont âgés de 26 à 35 ans. Et puis, la moitié d'entre elles sont des universitaires. C'est donc légèrement supérieur à ce qu'on voit dans la population générale. Les soins des enfants et la charge mentale liée à l'éducation semblent donc demeurer la priorité des femmes, et ce, malgré que la quasi-totalité des membres du groupe vivent en couple. Donc, ce qu'on remarque, là, c'est que c'est moins les hommes qui se sentent mobilisés par la problématique. Notons aussi que dans les 3/4 des cas où la possibilité de ne pas trouver de place en garderie pour leur enfant est évoquée, ce sera une femme qui restera à la maison pour prendre soin de celui-ci. C'est rarement l'homme qui prendrait soin de l'enfant en cas de manque de place en garderie. J'entends ton coco, Ariane. Est-ce que tu es correct? Est-ce que tu veux que Oui, Myriam... je vais juste aller voir parce que mon conjoint aussi est en présentation. Okay. Je vous reviens, ça ne sera vraiment pas long. Myriam, est-ce que tu veux... Bien, peut-être que je peux partager, c'est ça, parce que moi, je suis vraiment... c'est Ariane qui est vraiment spécialiste de tout l'ensemble des données statistiques. C'est elle qui a tout fait l'analyse. Donc, peut-être que je peux sauter tout de suite à la partie que je voulais présenter, qui était sur la question de l'analyse. On va avoir un premier bébé dans notre... Ah, est-ce qu'Ariane est revenue? Oui. Ariane, fais juste... on ne t'entend plus. Ah oui, j'avais. OK, je suis... On ne t'entend pas, Ariane? Allô? Là, vous m'entendez? Oui. Ah, Salut, yeah. Théodore. Tu dis bonjour, bébé. Allô, Bonjour. Théodore. Bon, ben, c'est ce qu'on appelle la conciliation. Ah, tout de suite? C'est de la conciliation bénévolat-famille. Oui, c'est ça. Mobilisation, bénévolat, travail, famille. Bon, mon conjoint a 5 minutes. Donc, dans notre échantillon,
26% des répondants ont obtenu une place en garderie pour leur plus jeune enfant. Bien entendu, là, il n'y a pas de surprise à ce sujet-là. L'obtention d'une place en garderie pour le plus jeune enfant varie en fonction de son âge. C'est toutefois en fonction des régions que les différences sont les plus marquées. Puis, je remarque que c'est très cohérent avec ce qui a été amené par plusieurs présentations qui ont eu lieu avant nous. Donc, les résidentes de l'Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord, des Laurentides, de la Mauricie et du Saguenay-Lac-Saint-Jean étaient moins nombreuses à avoir réussi à trouver un service de garde pour leur enfant. Donc, je parle aux mamans, là, vous n'êtes pas seules, visiblement. Il y a beaucoup de femmes qui partagent le même problème que vous, qui n'ont pas trouvé de place pour leur plus jeune enfant. On remarque aussi que parmi les 26% de répondantes qui ont obtenu une place en garderie, seulement 15% ont eu la chance d'avoir une place dans un CPE. Quand on parle de la loterie des CPE, là, 15%, c'est pas la loterie, mais presque. Et puis, une minorité ont obtenu une place dans une garderie subventionnée. Je m'excuse pour le mot garderie, c'est ce qu'on sondait dans le sondage. Ensuite, le quart, donc 24%, mentionne avoir trouvé une place en milieu familial subventionné. Et puis, 3 parents sur 10 ont trouvé une place en garderie non subventionnée. Oui, et le quart dans un milieu familial non subventionné. Donc, si on additionne les parents qui ont des enfants dans un milieu non subventionné, on remarque que c'est plus de la moitié des parents, 55%, qui n'ont pas accès à un milieu de garde subventionné pour leur plus jeune enfant. Notons d'ailleurs que c'est le coût du service de garde qui est la principale source d'insatisfaction pour ceux et celles ayant une place en garderie pour leur plus jeune enfant. Les heures d'ouverture ou le calendrier annuel, la distance entre la maison et le milieu de garde, la qualité des services éducatifs étaient aussi une source d'insatisfaction pour environ 1 parent sur 5 qui mentionnait avoir des insatisfactions à l'égard de leur service de garde. D'ailleurs, 58% des parents mentionnent avoir des insatisfactions à l'égard du service de garde de leur plus jeune enfant. Si la distance est une source d'insatisfaction pour un parent sur 5 qui vit une insatisfaction, il y a quand même la majorité des parents qui nous disent que la distance entre que leur service de garde est à une distance raisonnable pour eux. Puis, si je peux ajouter quelque chose, si on regarde le sondage, ce qu'on remarque, c'est qu'une distance raisonnable, puis il y a une corrélation très forte, là, il y a 21% des répondants qui ont dit que la distance n'était pas raisonnable et on arrive exactement à 21% des répondants qui ont dit que la distance était au-dessus de 30 minutes. Donc, on peut comprendre qu'une distance raisonnable, c'est moins de 30 minutes de transport de la maison ou du lieu de travail. Donc, ça ne doit pas ajouter plus de 30 minutes au déplacement quotidien dans leur ensemble. Puis, on peut comprendre que 30 minutes dans une journée avec des enfants, c'est une éternité. Ensuite, on remarque que la quasi-totalité des répondantes ont adopté on affirme que leur plus jeune enfant est inscrit sur la place 05. La place 05 est donc largement adoptée, mais elle est inefficace. Même si leur enfant est inscrit depuis plus de 16 mois en moyenne sur la place 05, l'inscription sur la place 05 est la façon ayant permis d'obtenir une place en garderie pour seulement environ 1 membre sur 10 du groupe. Le bouche à oreille, la prise de contact direct avec un CPE ou une garderie non subventionnée, les groupes de Facebook de recherche de places en garderie sont des moyens qui ont été plus efficaces que la place 05. C'est quand même surprenant parce que ce sont des moyens qui sont absolument
pas organisé. Je ne sais pas comment dire ça. Et subjectif aussi. C'est subjectif, puis il n'y a aucune organisation autour du bouche à oreille. Ma voisine n'aurait pu me dire s'il y avait une place dans sa garderie, mais si ça ne la donne pas que je parle à ma voisine, je ne le saurais pas. Il n'y a pas de... C'est très remis au hasard, si on veut, l'efficacité de ces 4 moyens-là, mais qui sont quand même plus efficaces que la place 0,5. On ne s'étonne donc pas de l'insatisfaction à l'égard de la place 0,5. Hein. La place 0,5 est censée être le guichet unique pour obtenir une place en garderie. Visiblement, ce n'est pas le cas. L'insatisfaction atteint 94%. C'est la quasi-totalité. Avec une note moyenne de 2 sur 10, je pense qu'il n'y a pas personne qui se vanterait d'avoir une note de 2 sur 10. Il y a des devoirs à faire à ce niveau-là. La recherche de services de garde, c'est définitivement un stress supplémentaire pour les nouvelles mamans. Là, en pleine pandémie, on ne fera pas la liste de tous les stress auxquels les nouvelles mamans ont dû faire face. Mais la recherche de services de garde est définitivement un stress supplémentaire. Les répondantes qui n'ont pas obtenu de place en service de garde ne baissent pas les bras par contre. En plus de l'inscription de leur enfant sur la place 0,5, environ les 3/4 d'entre elles, je parle aux elles parce qu'on s'entend que c'est la majorité des femmes qui ont répondu au sondage, les 3/4 d'entre elles ont effectué des appels en milieux familiaux, en CPE, en garderie non subventionnée. Elles ont sollicité des connaissances qui ont des enfants en âge préscolaire et elles ont même consulté des annonces Facebook ou des sites de recherche de services de garde. Toutes ces démarches ont des effets négatifs sur les répondantes. Myriam va en parler plus en profondeur prochainement, mais rapidement, ce qu'on voit, c'est que la majorité d'entre elles disent vivre du stress, en plus de celles qui vivent de l'anxiété, des tensions familiales ou des difficultés de sommeil. Là, quand on est parent, c'est sûr qu'on dort moins bien, mais si en plus on dort moins bien parce qu'on est stressé pour trouver une place en garderie, ça cumule beaucoup de mauvais sommeil. Il y a aussi ces données-là qui m'inquiètent personnellement beaucoup. 3 répondantes sur 10 affirment faire face à des pertes salariales ou à des soucis financiers et d'autres admettent que cette recherche sans résultat affecte leur carrière. Malgré que ce soit avancé par une minorité, il y a des femmes qui admettent que le problème leur fait vivre des sentiments d'angoisse, de déprime et de dépression. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Je ne vais pas m'éterniser, je vais devenir émotive. La recherche de garderie, la pénurie de garderie a des conséquences graves pour les parents qui n'ont pas trouvé de garderie. La moitié des répondantes qui n'ont pas trouvé de service de garde pour leur plus jeune enfant mentionnent craindre ou avoir actuellement perdu leur permanence à l'emploi. Quand on dit que ça a un impact sur les femmes, je ne suis pas la première qui vous le dit aujourd'hui, c'est beaucoup, 49%. Pire encore, il y a 16% d'entre elles qui sont actuellement sans solde. Sans solde à cause d'un manque de place en garderie, on s'entend, là, c'est ça le sujet aujourd'hui. Parmi les parents qui n'ont pas trouvé de service de garde pour leur plus jeune enfant, seulement le tiers ont des proches qui seraient disponibles pour s'occuper de leur enfant et ainsi leur permettre de retourner au travail. Majoritairement, ceux qui auraient la possibilité de confier leur progéniture à ceux qui auraient la possibilité de confier leur progéniture à des proches, les confieraient à leurs parents. Donc, on parle des parents de la mère du ménage ou à leurs beaux-parents. C'est majoritairement les parents des femmes qui prendraient soin des enfants. Sur ce, je cède la parole à Myriam qui va nous parler de témoignages qui m'ont bouleversée. Franchement. Oui, donc moi, j'ai été chargée de faire l'analyse qualitative des témoignages qui étaient relatifs à l'impact de la recherche des services de garde sur la qualité de vie. Ce qui ressort principalement, à mon avis, de cette analyse-là, c'est qu'il y a une croyance populaire au Québec qui est celle que les services de garde
à 8,25 et 50 et 25. Donc, les services de garde à prix raisonnable sont facilement accessibles pour toutes et tous. Et le manque d'accès à ces services-là vient bouleverser complètement la planification familiale. Donc, premièrement, évidemment, il y a beaucoup de répondantes qui ont évoqué la crainte de perdre un certain confort économique qu'elle s'était bâtie jusque maintenant et qui est mise en péril par l'arrivée du plus jeune enfant. Certaines, une minorité, vont même jusqu'à avouer qu'elles ont peur de tout perdre. Ici, j'ai mis des témoignages. On a des femmes qui ont témoigné, qui ont dit « Ici, je ne peux pas retourner au travail, je pourrais perdre ma maison et nous allons devoir vendre une voiture. Comment subvenir aux besoins de 2 enfants si je n'ai aucun revenu, car je dois rester en congé sans solde à la maison? Impossible. » Il y a aussi une autre répondante qui avait dit « Un seul salaire pour faire vivre 4 personnes et payer tous les comptes, c'est presque impossible. On a peur de tout perdre. On se prive pour que nos enfants ne manquent de rien et un toit sur la tête. » Parmi les femmes qui ont répondu, qui ont témoigné, il y a aussi également, outre le fait de la peur de ne pas pouvoir, de perdre un certain confort ou même de perdre de sérieux acquis économiques, il y a également, et là je pense que c'est très important de le souligner, la peur de perdre l'autonomie acquise par le biais d'avoir accès à un salaire. Donc, il y a plusieurs femmes qui nous ont témoigné avoir peur de devenir dépendantes face à leur conjoint. La plupart, en fait, toutes les personnes qui ont affirmé ça étaient des personnes qui vivaient avec un homme. Donc, on a un témoignage ici. J'anticipe énormément l'impact sur mes finances personnelles, ma carrière et mon indépendance vis-à-vis mon conjoint. Il y a aussi une autre femme qui disait « C'est épeurant de penser que je devrais dépendre du gouvernement et de mon conjoint pour aller me faire nettoyer les dents chez le dentiste, pour mettre de l'essence dans ma voiture ou pour acheter une boîte de tampons. » La carrière, la progression de la carrière des femmes est également bouleversée. Les femmes qui ont répondu ne s'attendaient pas à devoir remettre en cause la progression de leur carrière lorsqu'elles ont eu un enfant. La plupart s'attendaient à devoir rattraper un certain retard pris par le congé parental, mais s'attendaient à pouvoir retourner au travail. Le manque d'accès aux services de garde vient bouleverser complètement non seulement leur plan de carrière, mais aussi leur perception d'elles-mêmes, puis l'idée qu'elles s'étaient construites d'elles-mêmes comme étant à la fois des femmes, mais à la fois aussi comme des travailleuses. Donc ici, on a quelques extraits. J'ai un deadline, une limite temporelle, je l'ai traduit, une limite temporelle pour pratiquer mon métier car je fais partie d'un ordre professionnel. J'aime mon métier. Une autre femme affirme « J'ai peur de perdre mon emploi pour lequel j'ai travaillé très fort et que j'adore. J'ai la chance d'avoir un emploi que j'aime autant qu'un loisir. Ça me crèverait le cœur d'avoir à choisir entre mon bébé et cette occupation. » Outre cela, non seulement il y a des bouleversements, des bouleversements très matériels et symboliques qui sont inattendus, donc certaines qui entraînent des remises en question, mais il y a aussi beaucoup de relations familiales qui sont tendues. Là, je vais y aller assez vite, là, mais on a eu beaucoup de témoignages qui concernaient des tensions dans le couple qui étaient spécifiquement liées à la recherche de services de garde. Certaines aussi ont évoqué que les sujets des querelles étaient liés à leur refus de rester à la maison. Donc, il y avait des tensions qui se jouaient sur qui devait retourner au travail et qui devait rester à la maison. Par exemple, quelqu'un nous écrivait « Nous avons des chicanes de couple car je ne veux pas quitter mon emploi. » Il y a aussi, cela entraîne aussi une remise en question de la taille de la famille. Certaines personnes décident d'avoir tout de suite un autre enfant, donc de profiter
de la possibilité d'accumuler les congés de maternité pour avoir tout de suite un second enfant, mais la plupart affirment qu'elles vont seulement décider de réduire la taille de leur famille. Il y avait également des témoignages à l'effet que certaines femmes avouaient on sentait beaucoup de culpabilité dans ces témoignages, mais avouaient même regretter d'avoir un enfant, des femmes solo parentales, donc qui n'avaient pas de conjoint ou conjointe, qui vivaient seules avec leur enfant et qui, leur carrière et leur sécurité financière étaient remises en cause, regrettaient leur choix, affirmaient regretter leur choix. C'est une minorité, mais quand même, je pense que c'est important de le relever. Il y a également des tensions familiales parce qu'on met des responsabilités sur les grands-parents. Donc, beaucoup affirmaient vivre des malaises face aux demandes aux grands-parents. Il y avait des grands-parents qui devaient déménager chez la famille, même s'ils ne résidaient pas parce qu'ils ne résidaient pas dans la même ville. Donc, ça entraîne également, ça touche la famille vraiment à un niveau plus large. Et il y avait également, dans un contexte de pandémie, il y avait plusieurs personnes qui affirmaient qu'ils avaient un malaise à demander l'aide des grands-parents alors que cela mettait leur santé à risque. Puis finalement, une crainte qui était largement évoquée puis qui revient également dans une autre question, mais c'était les craintes quant au développement de l'enfant. Beaucoup de personnes ont une grande confiance, en fait, dans les services de garde éducatifs et les voient vraiment comme une manière de compléter l'éducation des enfants et ils voient en général les éducatrices sont vues comme des personnes qui sont très compétentes pour accompagner le développement des enfants dans des avenues dont les parents ne se sentent pas nécessairement outillés. Donc, lié à ce désir d'avoir accès aux services de garde, il y a aussi la conviction que les services de garde sont des milieux qui sont favorables pour les enfants. Et ce qui fait, de l'autre côté, les parents admettent avoir des craintes quant non seulement à la socialisation, mais au développement global. Et plusieurs parents dont les enfants avaient des troubles spécifiques, par exemple des troubles de langage, aimeraient beaucoup avoir accès à ces services-là car ils ont l'impression que cela serait extrêmement bénéfique pour leur enfant. Donc, ici, on a une liste, on a catégorisé et quantifié les principales raisons outre les raisons personnelles aux parents, mais pour les enfants, pourquoi les parents croient que c'est extrêmement important que les enfants aillent dans des services de garde éducatifs. Il y a donc socialiser, se développer de façon globale, faire des apprentissages cognitifs, apprendre la vie en société, ce qui était aussi lié avec la préparation à la maternelle, s'épanouir et s'amuser et évoluer dans un contexte différent de la famille. Donc, en conclusion de cette analyse qualitative, là, je crois que le ministère de la Famille a une responsabilité extrêmement forte face au développement de l'accès aux services de garde parce que on ne peut que constater que ce qu'on croyait être un droit, c'est-à-dire avoir accès à des services de garde éducatifs de qualité, est en fait une croyance populaire. Ce n'est pas vrai que les gens peuvent y accéder et cela entraîne des bouleversements parce que les gens ne sont pas préparés à devoir passer leur congé de parental, à devoir effectuer cette recherche-là. Cela occasionne beaucoup de stress chez eux. Donc, soit on met fin à cette croyance populaire et on admet au grand jour que que les parents devront s'attendre à ne pas pouvoir retourner sur le marché du travail, soit on est dans l'obligation de régler ce problème-là pour que ce ne soit plus une croyance, mais que ce soit un droit. Donc, en conclusion, Ariane, je te passe la parole.
Donc, au final, là, cette recherche qui a été créée par des mamans intéressées à connaître l'ampleur du problème qu'elles vivent, là, je pense à Diane, je pense à Maude qui s'est impliquée beaucoup aussi, a permis de dresser un portrait d'ensemble de plusieurs femmes qui se reconnaissent dans le problème de pénurie de garderie au Québec. Elle nous a aussi permis de recueillir un grand nombre de témoignages qui est diversifié et parfois, bien honnêtement, totalement bouleversant. Je les ai lus, les témoignages, fait que vous excuserez mon émotivité. Par contre, notre recherche, elle comporte les hormones, la fatigue. Non, mais c'est bouleversant, là. Peu importe les hormones, peu importe la fatigue, là, c'est... Ouais. Écoutez, c'était difficile. Je veux juste dire quelque chose, je vais souligner Maude aussi, là, qui a participé beaucoup, puis tout le monde qui a participé, mais écoutez, c'était même psychologiquement difficile de lire ces témoignages-là seul. Il a fallu qu'on débrief ensemble pour ne pas être seul avec la charge émotive des histoires. Puis ça, c'est celles qui ont écrit dans le sondage, mais moi, j'en reçois à tous les jours des histoires comme ça dans mon Messenger privé, à toutes les heures du jour et de la nuit. Des histoires de violence conjugale, des histoires de peur, de risque suicidaire, des histoires de personnes qui perdent leur emploi, d'enfants qui sont séparés, même dans un autre pays, parce qu'il n'y a pas de place ici. Donc, je te comprends d'avoir les yeux pleins d'eau. J'ai eu les yeux pleins d'eau tout au long de votre présentation. C'est quelque chose d'avoir ces témoignages-là uniques, mais quand on se rend compte d'à quel point, en nombre, c'est important, il y a comme un deuxième, c'est comme une lourdeur là, à ajouter. Là, puis c'est un travail difficile à faire, mais c'était vraiment nécessaire. Puis je vous salue votre courage. Puis excuse-toi pas d'être émotive parce qu'il y a de quoi être émotive. Là. Mais que je te laisse poursuivre. Mais... Merci. Oui. En fait, notre recherche, elle comporte tout de même un biais qui pourrait accentuer certains résultats présentés, étant donné la non-représentativité de son échantillon, comme je l'ai mentionné précédemment, par rapport à l'ensemble des Québécois parents d'enfants âgés de 0 à 5 ans. On en est bien consciente, on tenait à le souligner. Il aurait toutefois été impossible pour l'organisation de payer pour une collecte de données effectuée dans les règles de l'art. Myriam, est-ce que je le dis, le montant qu'on m'a donné? Oui, on a fait faire une demande de soumission pour savoir combien ça coûterait. Auprès de mon employeur, là, si on avait effectué cette recherche-là auprès d'un panel représentatif des parents d'enfants de 0 à 5 ans au Québec, qui inclut la collecte de données, le design de la recherche pour le nombre de questions qui ont été posées, la programmation du questionnaire, rétribuer les répondants, l'analyse statistique, la codification, tout ça, là, excluant le travail que j'ai fait de façon bénévole, la rédaction du rapport, là, qui quand même demande quelques heures. Là. Donc, tout ce que moi, je n'ai pas fait, c'est d'une valeur minimum d'environ 25 000 c'est pas négligeable. On n'avait définitivement pas les moyens. On a zéro argent. Je veux juste le dire, là, on a zéro argent. Ce qui nous mène peut-être à notre dernier point de notre conclusion, là, on croit, suite à cette recherche-là, puis suite à cette évaluation de prix-là, on croit que ça pourrait être le type de recherche qui pourrait être intéressante à reproduire et adapter pour les besoins du ministère de la Famille et des Aînés, afin d'avoir vraiment un portrait de la situation. Mais d'abord, il faudrait probablement reconnaître que ce qu'on vit actuellement est une crise que le gouvernement n'est pas prêt à reconnaître. Donc, ce qui permettrait d'engranger, mais quelque chose de l'ordre de plus général qu'une simple consultation. Une consultation, c'est beaucoup de travail, là, mais vraiment de rentrer puis d'obtenir des données vraiment larges et quantitatives qui seraient représentatives de la réalité, ce que nous, on ne peut pas faire, on ne peut que parler des personnes qui adhèrent au mouvement Ma place au travail. Donc, je vais vous dire merci encore une fois. On va devoir passer à la prochaine intervenante. On a dépassé un peu le temps, mais c'est tellement intéressant. Puis, on va y revenir de toute façon dans la période de questions. Donc, j'invite les gens qui écoutent à poser leurs questions là, toujours sur le chat. Puis, on va revenir après notre troisième intervenante du panel avec l'ensemble de nos intervenants pour les questions. Donc, notre troisième intervenante du troisième panel
C'est Yasmina Chouakri. Elle va nous parler de l'accès à un service de garde abordable en lien avec le fait que c'est un enjeu de taille pour l'intégration socio-économique et l'égalité des femmes immigrées au Québec. Je vais vous la présenter brièvement. Yasmina Chouakri est coordonnatrice du réseau d'action pour l'égalité des femmes immigrées et racisées du Québec, le RAFIQ, R-A-F-I-Q. Elle a été responsable du volet femmes à la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes de 2009 à 2018 et auparavant, elle a été coordonnatrice de la chaire de recherche sur l'immigration, l'ethnicité et la citoyenneté de l'UQAM, la CRIEC, C-R-I-E-C. Elle est présidente de l'Institut canadien de recherche sur les femmes, l'ICREF, I-C-R-E-F. Est-ce que j'ai tout bien dit? Non, c'est juste que pour l'Institut de recherche et d'études sur les femmes, c'est antérieur. C'est pas antérieur. OK, parfait. Parfait. Donc, elle était présidente, donc, au passé. Merci de me corriger. Vous allez nous parler, dans le fond, aujourd'hui de la méconnaissance du réseau des services de garde là, pour les femmes immigrantes en raison de leur statut d'immigration, aux défis auxquels les nouvelles arrivantes font face en arrivant ici face à la situation dans les milieux de garde, au manque d'informations sur les places dans le réseau, la méconnaissance de la langue aussi ou de certains statuts des nouveaux arrivants qui sont toutes des barrières, des obstacles liés à l'atteinte, là, dans le fond, de pouvoir avoir une place en garderie et après l'atteinte d'une autonomie économique et donc de l'égalité aussi de ces femmes-là. Sur ça, je vais vous laisser la parole. J'ai très hâte de vous entendre, Mme Chouakri. Bien, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation parce que pour nous, c'est très rare. On a rarement l'occasion d'aborder cet enjeu-là relativement aux femmes immigrantes. Donc, c'est une véritable opportunité. Par contre, je voudrais vous dire que ma présentation elle va vraiment porter sur des enjeux essentiels, les plus importants. Et d'emblée, je voudrais proposer, si jamais la recherche ou l'enquête est développée, que des moyens sont développés pour avoir une représentation plus importante de l'échantillon, je me ferai un plaisir en tout cas de diffuser auprès de femmes ou de familles immigrantes pour qu'il y ait justement cette diversité qui soit prise en compte. Donc voilà, mais je vais aller tout de suite dans le vif du sujet. Alors, le titre de ma présentation est l'accès à un service de garde abordable. On entend évidemment par service de garde abordable un service de garde subventionné. C'est un enjeu de taille, effectivement, pour l'intégration socio-économique et l'égalité des femmes immigrées racisées du Québec. Alors, je vais présenter 3 enjeux majeurs qui sont reliés justement à la question de l'accès aux services de garde. Premièrement, il y a toute la question de la méconnaissance ou de la connaissance insuffisante du système, en tout cas, de services de garde au Québec. Il y a également le fait qu'il y a des statuts d'immigration qui affectent l'accès aux services de garde, et puis je vais expliquer plus tard comment. Et enfin, je vais tout au long de la présentation d'ailleurs revenir souvent là-dessus, c'est de montrer comment les conséquences qu'il y a sur la francisation et l'intégration socio-économique des femmes immigrées parce que justement elles n'ont pas accès à ces services de garde subventionnés. Un des enjeux majeurs, comme j'ai dit, c'est une question, l'accès aux services de garde au Québec pour les femmes immigrantes, c'est un enjeu qui est transversal et qui apparaît à chaque fois qu'il y a eu des recherches ou des études qui ont porté sur les femmes immigrantes. C'est systématique. Et là, par exemple, dans une recherche qui a été effectuée en 2019 par la TCRI, qui est la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes,
où j'ai été d'ailleurs coordonnatrice du volet femmes entre 2009 et 2018. Donc, il y a une recherche qui a été, que vous pouvez retrouver sur le site même de la TCRI, qui s'intitule « Les familles immigrantes et leurs tout-petits au Québec ». Alors, ce qui ressort de cette recherche, c'est qu'il y a un bon nombre de familles immigrantes qui peinent à trouver une place en garderie subventionnée, soit près de leur résidence, sur leur chemin du travail ou, dans leur lieu de ou proche de leur lieu de formation. Il faut savoir que pour une grande partie des immigrants, il y a le défi de se franciser, de suivre des cours de francisation, souvent à temps plein, et effectivement de participer à des programmes qui vont permettre l'accès le plus rapide à un emploi. Il y a aussi, si cet enjeu est important aussi, c'est que l'accès aux services de garde est préoccupant pour les femmes immigrées qui ont des tout petits ou des enfants de 0,5 ans. C'est parce que ça va déterminer la rapidité, la qualité de leur intégration. Donc, c'est quand même assez grave, assez important de souligner ça parce que il y a en moyenne, bon, on ne va pas compter les dernières années pandémiques, mais auparavant, il y avait environ 50 000 immigrants nouveaux arrivants chaque année au Québec, dont 50% de femmes. Et donc, ça veut dire qu'en moyenne, c'est autour de 25 000, on va dire de 25 000 femmes immigrantes, de femmes nouvellement arrivées au Québec, et qui souvent ont de jeunes enfants ou vont avoir des jeunes enfants dans les années qui suivent. Donc, on voit bien que c'est quand même assez important. Aujourd'hui, la population immigrante au Québec représente autour de 13% de la population québécoise. Et si de ces 13%, ben la moitié, on va dire 6,5% des femmes sont immigrantes. Donc, il faudrait, c'est là qu'en donnant quelques chiffres comme ça globalement, qu'on voit que c'est quand même une partie de la population qui est relativement importante. Donc, ce qu'on constate, c'est que faute de place en garderie, à contribution réduite, ça se dit souvent comme ça dans le milieu de l'immigration pour leurs enfants, et les moyens de payer une garderie privée, parce que c'est ça l'enjeu, arriver au Québec, surtout quand on est nouvelle arrivante, ben, on va se mettre à chercher du travail si on maîtrise déjà le français, mais sinon, il va falloir aller vers des cours de francisation. Et donc, ça va, quand on a de jeunes enfants, on n'a pas forcément les moyens de payer un service de garde privé. Et je le souligne parce que tous les immigrants qui arrivent n'arrivent pas avec des montants d'argent élevés. Ils n'ont pas accès à l'aide de dernier recours pendant les 3 premiers mois de leur vie au Québec après leur arrivée. Donc, c'est absolument urgent pour eux de pouvoir payer un service de garde qui soit abordable pour que les femmes puissent se mettre à travailler. Voilà. Donc, ce qu'on remarque, c'est que c'est souvent, comme on s'en doute d'ailleurs, dans les familles, bien, c'est la mère qui va devoir différer, parfois même de plusieurs années, ces démarches de francisation, d'employabilité, de reconnaissance des acquis, de formation, etc. Et ce qui va hypothéquer son intégration à la société québécoise. Et vous voyez combien, pris à cette échelle, même au niveau de la francisation, qui est un enjeu important actuellement au Québec, l'accès aux services de garde subventionnés, il est déterminant pour une meilleure francisation des immigrants et des immigrantes surtout. Je parle des femmes en l'occurrence. Ce qu'on a remarqué également, toujours dans une autre étude, pour vous démontrer que c'est un problème redondant qui ressort toujours dans les recherches, c'est une étude qui a été menée à la TCRI en 2011 à l'échelle de 7 régions du Québec et qui portait d'ailleurs sur les besoins des femmes immigrantes.
ont constaté qu'elles vivaient 2 boucles d'obstacles qui sont considérées dans cette recherche comme étant d'ordre systémique et qui entravent leur intégration socio-économique pour toutes les femmes immigrantes, quel que soit leur statut. Et donc, il y a la boucle d'obstacles qui concernait les immigrantes diplômées et francophones, donc qui théoriquement devraient avoir des atouts pour mieux s'intégrer. Eh bien, cependant, ce qu'elle signalait, ce qu'elle mettait en avant comme boucle d'obstacles, c'était la dévalorisation de leurs acquis et compétences, l'exigence d'une expérience québécoise qui est exigée pour avoir un emploi, et la garderie. Excusez aussi le terme garderie, mais c'est comme ça que c'est utilisé malheureusement pour tout le monde, pour beaucoup de personnes, pardon. La deuxième boucle d'obstacles concernait les femmes qui maîtrisaient pas suffisamment le français. Et pour elles, les obstacles étaient la langue, donc l'apprentissage, la connaissance de la langue, le travail évidemment, et encore une fois, la garderie. Donc, rien qu'avec ces 2 recherches, malheureusement, je vous dirais que je ne connais pas de recherche particulière sur l'accès au système de garde subventionné par rapport aux femmes immigrantes, spécifiquement là-dessus. Mais n'empêche que ces 2 recherches-là démontrent que c'est un enjeu important. Alors, comme on le verra un peu plus tard, on a plusieurs catégories de femmes immigrantes qui sont dans des catégories qu'on peut catégoriser comme vulnérables et qui ont vraiment besoin d'avoir accès à un service de garde pour leurs jeunes enfants qui soit subventionné. On a d'abord les demandeuses d'asile, on verra pourquoi après, les femmes immigrantes parrainées, les femmes immigrantes chefs de famille monoparentales, puis je vous dirais aussi que ça concerne aussi les femmes en général chefs de famille monoparentales au Québec, les femmes immigrantes allophones ou analphabètes, allophones qui maîtrisent ni le français ni l'anglais, ou alors qui sont analphabètes, et les femmes immigrantes isolées, parce qu'il y en a beaucoup qui sont complètement isolées de la société et qui ne comprennent absolument pas comment ça fonctionne. Alors, concernant les statuts d'immigration, je parlais des demandeuses d'asile tantôt. Effectivement, donc, il y a certains statuts d'immigration qui ne permettent pas du tout un accès aux services de garde subventionnés. Ce n'est pas possible pour elles, même si elles ont des jeunes enfants, 0,5 ans, de les inscrire parce qu'elles sont demandeuses d'asile. Alors, il faut faire la différence entre un demandeur d'asile et un réfugié. Un réfugié, c'est quelqu'un, ou une réfugiée, c'est une personne qui a obtenu le statut de réfugié, et là, ces personnes ont accès aux services de garde subventionnés. Par contre, les demandeurs d'asile qui sont en attente d'une réponse ne sont pas, et vous savez, des fois, l'attente est très longue. Ça peut durer parfois plusieurs mois, voire plusieurs années, parce qu'il y a des recours, les demandeurs d'asile passent devant une commission qui s'appelle la CISR, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, où ils sont entendus devant un juge qui va déterminer si ces personnes sont admissibles comme réfugiés. Donc, ça prend des mois, comme je disais également, même parfois des années. Donc, ces personnes-là n'ont pas accès. Il y a également les personnes sans statut ou en attente de statut. Et ça, c'est des personnes qui ne sont pas illégales au Québec ou au Canada, mais ce sont des personnes qui parfois sont en transition d'un statut à un autre et qui se retrouvent, par exemple, pendant cette pandémie, c'est arrivé souvent, des personnes qui avaient un permis de travail et qui attendaient leur statut de résident permanent et avec tous les retards accumulés au niveau des services d'immigration, n'ont pas pu obtenir leur résidence permanente, donc se sont retrouvés comme des personnes sans statut ou en attente de statut. Voilà. Il y a également les femmes immigrantes parrainées qui, elles, par contre, ont accès aux services de garde subventionnés parce que ce sont des résidentes permanentes. Cependant, elles sont souvent parrainées par un mari ou un conjoint
et elles sont complètement dépendantes de lui qui va leur transmettre l'information qu'il a envie de leur transmettre. C'est-à-dire que, eh bien, si un parrain qui est un mari ou un conjoint n'a pas tellement envie que sa femme aille travailler ou qu'elle acquiert une indépendance économique, ben, va pas forcément lui donner toute l'information. Puis je vous dirais que souvent, le parrain est le pourvoyeur de la famille, donc c'est lui qui travaille. Et croyez-moi, la question du système des services de garde, pour lui, ça n'a pas tellement de sens. Il ne va pas tellement s'occuper de ça, puis apporter l'information à son épouse ou à sa conjointe. Donc, voilà un peu comment il peut y avoir un impact déjà, quand on le constate sur certains statuts d'immigration. Alors, les conséquences, c'est que les enfants des demandeurs d'asile n'ont pas accès aux garderies subventionnées en raison du statut de leurs parents. Et cet accès leur a été retiré en avril 2018 par les libéraux, par le gouvernement libéral du Québec. Les demandeurs d'asile donc sont déjà en soi une population vulnérable sur plusieurs plans. Très souvent, ils arrivent de pays en conflit, ils vivent de l'isolement social, ils ont un parcours migratoire traumatique, avec une santé psychologique fragile, un accès limité aux ressources, avec des conditions socio-économiques très précaires. Alors, le fait de ne pas avoir accès à ces garderies subventionnées contraint particulièrement les demandeuses d'asile à rester à la maison pour s'occuper de leurs enfants et à vivre de l'aide sociale. Alors, leur bonne intégration au sein de la société québécoise est en effet compromise dans la mesure où elles ne peuvent se trouver un travail ou suivre des cours de français. Encore une fois, un des éléments de l'enjeu linguistique qui est très actuel. Alors, il y a également les femmes immigrantes chefs de famille monoparentales qui souvent se retrouvent seules à la tête de leur famille pour des raisons de violence conjugale ou autres, peu importe. Il faut savoir que dans ces contextes-là, c'est souvent la mère qui assume l'entière responsabilité des enfants lors d'une séparation. Alors, je ne sais pas si vous imaginez une mère monoparentale qui ne maîtrise pas le français, etc., etc., ou qui est dans une situation de statut d'immigration précaire, par exemple, en attente du statut de réfugié, donc qui est demandeuse d'asile. Vous voyez un peu la combinaison de tout ça qui va faire que sa précarité va augmenter puisqu'elle ne pourra même pas aller travailler. Et d'ailleurs, selon des données de 2016, au sein des familles québécoises, la monoparentalité concerne une part un peu plus faible des familles migrantes, puisqu'elles sont de 23% pour les familles québécoises, immigrantes, alors que pour les familles natives, elles sont de 27% des familles monoparentales. Par ailleurs, on remarque que 84% des familles immigrantes monoparentales sont dirigées par une mère seule, comparativement à 74% des familles natives du même type. Ensuite, il y a donc, comme je le disais, la méconnaissance des services de garde et des ressources en service. Je pense qu'il y a une répartition. La compréhension du rôle et de l'intérêt des services de garde éducatifs à l'enfance, ainsi que du fonctionnement du réseau des services de garde, CPE, milieu familial, privé, les avantages, les inconvénients de tel type ou de tel type sont pas comprises, ne sont pas connues. Il faut tenir compte aussi, dans l'enquête que j'ai citée précédemment, que 36,4% des parents immigrants ne connaissent pas les services offerts aux familles, soit 15,5% de plus que les parents qui sont nés ici. Donc, cette méconnaissance, elle est accentuée lorsque les femmes immigrantes ne maîtrisent ni le français ni l'anglais, sont analphabètes et sont isolées. Pour vous donner une idée
du pourcentage de femmes immigrantes connaissant le français. Ici, vous avez le total tout en bas du tableau. En fait, elles sont 55,1%. Pour la période 2012-2016, elles sont 55,1% à connaître le français. Alors après, selon les catégories d'immigration, on remarque que dans l'immigration économique, elles sont 61,6%. Mais là, il faut savoir que ce sont les résidents permanents qui sont sélectionnés. Et là, la connaissance du français est un élément important. Dans le regroupement familial, c'est-à-dire les femmes parrainées, les femmes parrainées, elles ne sont que 48,4% à maîtriser le français. Et parmi les réfugiés, 33,5%. Et pour les autres immigrants, d'ailleurs, qui incluent les demandeurs d'asile, 71,8% à maîtriser le français. Mais là, il faut mentionner qu'il y a aussi d'autres catégories d'immigration qui ne sont pas forcément citées ici. Mais globalement, il y a quand même un peu plus de 50% de femmes immigrantes qui maîtrisent le français à leur arrivée. Autre élément qui est aggravant, c'est l'isolement. Les nouvelles arrivantes, arrivées au Québec, elles ont perdu tous les réseaux d'entraide familiaux, etc., qu'elles avaient dans leur pays d'origine, amicales également. Elles ne connaissent pas les ressources existantes et elles sont souvent dépendantes d'un tiers pour connaître les ressources. Je pense que je l'ai bien illustré en abordant la question des femmes parrainées. En conclusion, je dirais que le manque de places en garderie subventionnées affecte l'intégration linguistique et socio-économique des femmes immigrantes. L'amélioration de l'accès à des services de garde de qualité et à prix abordable est un enjeu crucial pour les femmes immigrantes et les progrès à réaliser dans ce domaine sont importants. Les impacts se font surtout sentir chez les mères qui doivent différer leur projet de francisation, d'accès à un emploi et de réalisation de soins. L'accès à un service de garde subventionné universel est vital pour permettre aux nouvelles arrivantes d'aller suivre des cours de francisation, de travailler ou d'effectuer un retour aux études, et ce quel que soit leur statut d'immigration. Merci beaucoup. Merci énormément. C'était tellement important, pertinent. Je suis vraiment contente que vous ayez participé aujourd'hui. Je pense que c'est important. Jules aussi est content. Écoutez, moi aussi, ça m'a fait très plaisir. On s'y est pris un peu tard, mais j'ai pu présenter les éléments majeurs. Et je vous avoue qu'au RAFIC, on aimerait bien, en tout cas, mener une recherche plus approfondie là-dessus. Alors, on serait avec vous des collaboratrices sans problème. On a un beau bassin de collaboration ici aujourd'hui dans la journée. D'ailleurs, j'ai une question pour vous qui est posée par quelqu'un qui nous écoute. Pardon, Myriam, est-ce que tu veux qu'avant qu'on passe aux questions, peut-être qu'on pourrait passer la parole à quelqu'un de l'Assemblée? Oui. Il y a Mme Claudette Pitre-Robin qui a été mentionnée ce matin par Mme Marois comme ayant été un des piliers de la Fondation des services de garde éducatif subventionnés au Québec. Puis on pourrait lui laisser la parole un instant. Elle avait une question. Oui, tout à fait. Bonjour, Madame Pitre-Robin, est-ce que vous avez accès à votre micro? Oui, voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, bonjour à vous toutes. Je veux d'abord vous féliciter pour l'organisation de cette journée. C'est fort intéressant et fort instructif sur les besoins des jeunes femmes particulièrement, dont vous faites partie. Alors, je ne pouvais pas m'empêcher de vous dire, parce que c'est sûr que je suis une batailleuse depuis toujours pour les services de garde, et je pense que
vous avez là tout le matériel en main pour faire des pressions, non pas sur le ministère de la Famille, comme c'est écrit parce que le ministère ne peut pas vraiment bouger. Et celui qui est le grand chef, c'est le premier ministre. Et actuellement, dans le contexte où on doit développer, il y a une consultation sur les services de garde qui va se passer dans le cours du mois, et également tout le prochain budget et les sommes que le fédéral a avisé qu'il transférait pour les services de garde pour le Québec. Je pense que la table est mise pour aller faire des revendications et des demandes auprès du premier ministre pour expliquer vos besoins et les manques importants que vous vivez pour vous-même, dans vos familles et pour votre entourage. Alors, il me semblait que c'était important de vous dire que c'est intéressant ce que vous faites, de nous partager, qu'on le connaisse, mais je ne pense pas qu'il faut que ça reste là. Je pense qu'il faut vraiment que ça aille vraiment auprès des décideurs politiques. Dans ce moment ici, moi, je pense que c'est le premier ministre. On est d'accord. C'était ma petite intervention, tout simplement. On est tout à fait d'accord. Je l'interpelle, j'attends toujours l'appel. Alors, en tout cas, si on peut vous être utile en quoi que ce soit, vous nous faites signe. Merci beaucoup. Merci pour votre participation. C'est très, très riche. Merci bien, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Donc, je vais passer avec... on va avoir le temps juste pour 2-3 questions parce qu'on a dépassé un petit peu là, avec les présentations. Il y avait 3 interlocuteurs dans le panel, donc on a fait comme on a pu. Puis c'était tellement intéressant aussi. Donc, je vais commencer avec une question qui est posée dans le fond, à Mme Chouakri. Désolée, il y a Jules qui discute en arrière, puis il est très verbal, comme sa mère. Concernant l'immigration, il y a quelqu'un qui demande, étant moi-même un membre de la minorité visible, y a-t-il des statistiques ou des études qui démontrent qu'on est d'emblée désavantagé en raison d'un nom à consonance arabe ou africaine, par exemple? Donc, quand on appelle des milieux de garde, j'imagine. Non, pas à ma connaissance dans ce domaine-là, non. Je disais qu'il y avait peu de recherches qui étaient effectuées sur cette question-là. Et par contre, dans beaucoup de recherches qui portent sur les femmes immigrantes, les besoins, l'accès au marché du travail, l'enjeu de l'accès à un service de garde subventionné est redondant, il est toujours là, la question est toujours posée, elle est toujours soulevée. Donc, je ne peux pas vraiment répondre là-dessus, je n'ai jamais rien lu là-dessus. Oui. Il y a vraiment là un manque là, au niveau de la recherche, donc on comprend que… Certainement. On note, là, Mme Migra doit noter aussi, puis tous ceux qui s'intéressent à la recherche dans ce niveau-là, il manque de l'information. C'est tellement crucial pour des valeurs fondamentales, puis on n'a pas l'information. Donc, appel à tous les chercheurs qui nous écoutent. Il y a un manque, donc il y a de la recherche à faire. On y va. Et si vous permettez, je voudrais juste peut-être vous rapporter une anecdote. Quand je parlais d'atteinte à l'égalité des femmes immigrées, je voulais juste vous parler d'un exemple d'une femme cubaine qui m'a dit: moi, je suis arrivée de Cuba avec mon mari, j'ai jamais dépendu ni de lui, ni de mon père, ni de personne. Mais depuis que je suis au Québec, je suis coincée à la maison avec mon enfant, et c'est mon mari qui travaille, mais seulement il a trouvé un travail au salaire minimum, donc il ne nous permet pas d'aller vers une garderie privée. Et elle disait que pour la première fois de sa vie, au Québec, elle est devenue dépendante de son mari et que parce qu'elle ne pouvait pas accéder, ne trouver de place en garderie subventionnée. Oui. Voilà, je voulais juste ajouter ça. Oui, il y a plusieurs immigrantes qui m'ont écrit d'ailleurs là, des histoires similaires là, qui disaient qu'ils attendaient vraiment du Québec que ce soit une terre égalitaire. D'ailleurs, dans la CAQ a sa propre charte des valeurs où elle prône l'égalité des sexes, l'égalité des chances en emploi. Eh bien, la CAQ ne respecte pas sa propre charte des valeurs. Puis ça, je l'ai dit d'ailleurs en entrevue à plusieurs reprises. Donc, elle demande aux gens qui arrivent ici là, d'avoir des valeurs d'égalité hommes-femmes. Et le modèle et l'argent qui est mis est investi dans le béton, dans des industries masculines, à forte proportion masculine. Et ce sont les femmes là, qui restent à la maison actuellement. Là, on le voit. Et non seulement les femmes québécoises, les femmes blanches, mais les femmes de toutes les origines qui sont dans la même situation. Donc, vraiment, je pense qu'on est
on est ensemble dans cette lutte, on vous porte avec nous. Vraiment, c'est un message que moi, j'aimerais qu'il soit entendu là, par les femmes que vous côtoyez. On est ensemble dans cette lutte, puis on ne vous oublie pas, puis vous faites partie du paysage québécois, puis vous êtes tout aussi essentielle et importante. Donc, voilà, on pense que le Québec, c'est ça, on est un exemple, mais présentement, on ne l'est pas là, à différents niveaux. Donc, merci beaucoup pour la réponse et on lance l'appel pour la recherche, c'est certain. Donc, voilà, il y a plein de pistes de questions aussi par rapport au sondage, par rapport à la présentation de Mme Nathalie Bigras. Je vais prendre la question d'Elisabeth Farrell, qui est une des porte-parole, dans le fond, du mouvement Valorisons ma profession. Et c'est un mouvement qui regroupe maintenant plus de 7000 éducatrices. Angèle? Donc, elle dit « Nous sommes 7300 membres dans un groupe privé du mouvement Valorisons ma profession et qui regroupe des éducateurs et des éducatrices partout à travers le Québec, tous milieux confondus aussi. Donc, autant en CPE qu'en milieu familial, subventionné ou non. Qu'est-ce que vous nous conseillez de faire pour qu'on se fasse enfin reconnaître comme des professionnels de la petite enfance? » Donc, elle demande des pistes d'action, donc peut-être de mobilisation, ou quelles solutions porter pour qu'elles soient enfin reconnues comme des professionnels. Donc, est-ce que vous avez peut-être Mme Bigras, si vous voulez répondre à la question? C'est une question qui est très vaste, là. Il y a vraiment beaucoup d'éléments qui pourraient être envisagés, mais si on regarde ce problème-là d'un point de vue systémique, il faudrait s'attaquer à plusieurs aspects. Donc, d'abord, clairement, au niveau microsystémique, c'est-à-dire, et même ontologique, c'est-à-dire chez les personnes elles-mêmes, chez les travailleuses en petite enfance. Certaines études démontrent qu'elles-mêmes ne valorisent pas autant leur profession que d'autres professions. Donc, dès le départ, dès la façon dont on conçoit notre carrière, quand les jeunes éducatrices qui entrent dans la profession, souvent ne se destinent pas à être là longtemps parce qu'elles savent que c'est une profession qui ne leur permettra pas de monter dans l'échelle salariale et deux, qui fait qu'elles risquent de rester dépendantes de leur conjoint. Parce qu'aussitôt que si elles n'ont pas de conjoint, bien, elles n'ont souvent pas les moyens d'avoir une maison ou d'avoir un niveau de vie acceptable. Donc, il y a la propre valorisation de la profession, puis ensuite, il y a à tous les niveaux, au niveau structurel, toute la réglementation autour et la reconnaissance salariale de cette profession-là n'est pas suffisante. Donc, il y aurait du travail à faire de ce côté-là au niveau, et là-dessus, bien, je pense qu'il faut continuer à travailler avec les différents réseaux. Les réseaux qui revendiquent pour de meilleures conditions de travail des éducatrices à la petite enfance. Mais au niveau macro-systémique, on remarque aussi que dans la société québécoise, les gens qui s'en vont en petite enfance ou qui quittent la petite enfance, ils reçoivent le message que leur profession n'est pas aussi reconnue que d'autres, que même comparativement au milieu scolaire. Tu sais. Et les négociations en cours nous le démontrent. Les enseignantes, tant mieux pour elles, viennent de réussir à obtenir des gains au niveau salarial, mais ça va encore plus creuser l'écart avec la petite enfance. Puis actuellement, les meilleures éducatrices en petite enfance sont tirées par le réseau scolaire pour aller travailler en maternelle 4 ans parce qu'en maternelle 4 ans, il n'y a pas assez d'enseignantes, puis il y a une exigence moindre où on permet à ces éducatrices-là de devenir enseignantes parce qu'il y a une pénurie d'enseignement. Donc, vous voyez que le réseau de la petite enfance se fait vider de toutes parts. Il faut travailler ça, mais il faut le travailler de manière systémique. J'ai même lu une étude récemment qui disait que lorsqu'il y a une formation qui est générale, mettons, au niveau du bac, puis qui offre une spécialisation en petite enfance versus en éducation préscolaire chez les mêmes personnes, bien, ça aussi, ça tirait les éducatrices vers
le niveau scolaire parce qu'il est mieux rémunéré et plus valorisé que le milieu de la petite enfance. Donc, on a un problème de valorisation, mais aussi un problème de reconnaissance sociale. Je pense que ça tend à changer. La QCPE a fait un sondage cette semaine qu'il a publié en disant que 82 des parents des Québécois étaient prêts à ce que le salaire des éducatrices augmente. Tant mieux. Mais ce n'est pas une perte pour le gouvernement d'augmenter le salaire des éducatrices parce que si ces personnes-là gagnent plus, ben elles vont payer plus d'impôts, elles vont mieux investir. Avoir un meilleur bien-être aussi. On a vu que le bien-être. Comme le gouvernement, ce qui compte pour eux souvent, c'est l'aspect économique. Ben, juste en regardant l'aspect économique, ils sont gagnants. Puis après, ben, il y a toute la question du bien-être, de la reconnaissance, puis de la contribution de ce bien-être-là à la qualité des services qu'elles offrent et donc des retombées sur les enfants. Oui, c'est là que je voulais en venir au niveau du bien-être. Là, on l'a bien vu avec vos recherches. C'est ce que ça nous montre, dans le fond, c'est que plus justement on investit dans la qualité de vie aussi, la qualité au travail, le milieu de vie des éducatrices, mais plus les bénéfices de ce qu'on investit vont vers les enfants et on a une meilleure qualité des services offerts. Moi, je vais faire un petit peu l'avocate du diable parce que je sais qu'il y a beaucoup d'éducatrices qui ont été peut-être blessées ou choquées par rapport à l'idée que la qualité des services offerts était vraiment meilleure, par exemple, dans les CPE. Donc, mais est-ce qu'on ne pourrait pas penser aussi que le fait, justement, qu'il y ait une meilleure encadrement, pas encadrement, mais le fait qu'elle soit mieux rémunérée en CPE ou qu'il y ait peut-être plus de subventions, plus d'argent pour des jouets, pour un espace de vie de qualité, tout ça, est-ce que ça pourrait aussi jouer sur justement le bien-être et donc sur la qualité? Donc, ce ne serait pas nécessairement que le CPE, l'installation est meilleure que la famille, mais plutôt que la façon dont les éducatrices vivent justement leur milieu, ce soit plus difficile pour une éducatrice d'avoir un bien-être en installation, en famille qu'en installation? Je lance la question. C'est une question encore très complexe, ça, parce que c'est aussi très systémique. Ouais. C'est-à-dire que dans certaines analyses secondaires de données qu'on a faites sur Grandir en qualité avec Gordon Cleveland, ce qu'on avait identifié, c'est que ce qui caractérisait ou ce qui distinguait les garderies privées subventionnées des CPE, c'était une espèce de biais de sélection, c'est-à-dire que d'abord, les éducatrices les plus formées et les meilleures s'en allaient en CPE, mais quand elles ne sont pas formées puis qu'elles vont suivre une formation puis qu'elles découvrent ce qu'est la formation, elles quittaient leur milieu pour s'en aller en CPE. Donc, c'est un biais de sélection, c'est-à-dire que les CPE attirent les plus performantes. Je ne dis pas que les gens qui sont en garderie privée sont toutes mauvaises. Ce n'est pas du tout ça mon message. On ne doit pas oublier que quand on traite de sujets comme ceux-là, on parle de moyenne. On parle de moyenne générale, on parle de tendance générale, on ne parle jamais d'individus. Donc, je conçois bien que les gens qui sont dans ces contextes-là se sentent attaqués quand on dit ce genre de choses-là, mais nous, on regarde des données globales. Oui, c'est ça. Cette tendance-là, elle se maintient malheureusement. Donc, qu'est-ce qui explique ça? C'est sûr qu'il y a des écarts importants au niveau de la formation, au niveau de l'expérience, au niveau, on parle de culture de qualité qui est accrue dans les CPE parce que les CPE ont une vocation sans but lucratif subventionné, ça fait partie de leur ADN de développer ça. Et c'est sûr qu'un milieu de garde privé qui se développe rapidement pour répondre à un besoin parce que le gouvernement a décidé de leur permettre de naître vite sans les subventionner, ils sont confrontés à d'autres sortes de défis. Mais c'est leur choix d'avoir décidé d'ouvrir ces garderies-là, vous comprenez? Oui. Donc, ensuite, je ne crois pas que magiquement, si on transforme les garderies subventionnées en CPE, ils vont devenir de plus forte qualité. Il y aura toutes sortes de transformations à faire et toute une culture à modifier pour que la qualité s'accroisse. Je ne dis pas que c'est impossible. Je pense que c'est possible. Il faut avoir espoir. Mais ce n'est pas magique non plus, là. Non, puis ça va être de le faire vraiment en partenariat avec les différents acteurs pour voir justement de quelle façon est-ce qu'ils sont prêts à être subventionnés, etc. Puis, dans le fond, pour le bien-être de tous, là, dans le fond, ça va être de se mettre... C'est un peu ça qu'on fait dans ce mouvement-là, puis avec Valorisons ma profession aussi, de se mettre ensemble, de sortir un peu des guerres de familiales versus
CPE, parents versus éducateurs, libéraux versus caquistes ou péquistes. On essaie de sortir des guerres pour réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on peut faire mieux collectivement pour le bien-être des enfants, pour le bien-être des familles et pour le bien-être des éducatrices aussi, des différents acteurs du réseau. Donc, c'était juste ça que je voulais mettre un peu en perspective. Puis selon où on se trouve aussi, par exemple, si on est en Abitibi ou même moi dans un petit village à Kakuna, le CPE, c'est pas souvent, il faut qu'on fasse plus de routes pour y accéder. Dans le village, souvent, ce sont des femmes qui font ça depuis 10, 15 ans. Tout le monde sait à quel point les enfants ont adoré. Ça reste dans le village, donc c'est des enfants qui vont aller à l'école après ensemble. Il y a plein de facteurs. Donc, il faut vraiment aussi voir la réalité selon les différents milieux. Puis, ça va être très important pour les gens qui nous écoutent là, de se rappeler, c'est ça, qu'on ne parle pas d'individus, mais bien de données de recherche qui nous donnent des pistes, mais qui ne nous donnent pas toutes les réponses. Puis, il reste encore de la recherche à faire. Puis, c'est d'ailleurs pourquoi on est bien heureuse que des femmes comme Nathalie Bigra existent et des femmes comme Myriam et Ariane aussi qui nous donnent des pistes de recherche fondamentales pour l'avenir du réseau. Donc, je ne sais pas si on a le temps. Là, je vois qu'il est rendu 15 heures. Non, je pense qu'il faudrait passer au prochain panel. On va passer au prochain panel. Oui. Donc, je vais continuer à vous écouter. Je vous remercie encore une fois. Puis, bravo pour ces magnifiques échanges. C'est vraiment stimulant.